je vais appeler ici le professeur Sophie Suzanne, donc, qui est la coordinatrice ou le coordinateur du centre de référence maladie Louis Brandt, mais pas que, ici à Lille, à l'Institut Cœur-Poumon, au CHU de Lille, mais pas que. Elle est aussi la coordinatrice de la filière MEMO, que vous connaissez, donc qui est la filière qui rassemble les 3 centres de référence, maladie Louis Brandt, hémophilie et pathologie plaquettaire, donc qui a pris le relais du professeur Négrier, donc, et elle va nous présenter un sujet sur le diagnostic et les maladies hémorragiques constitutionnelles. Donc, s'il vous plaît, professeur Sophie Suzanne, merci. Bien, bonjour à toutes et tous, et merci Monsieur Giraud pour cette introduction. Je vais essayer de mettre mon timer pour ne pas dépasser. Je m'installe, excusez-moi, ça prend 2 secondes. Alors, bienvenue aussi à Lille. Moi, je ne suis pas du tout l'organisatrice du congrès, évidemment, mais néanmoins, je suis arrivée ici il y a 30 ans et j'ai eu un coup de foudre pour cette ville et je ne suis jamais repartie. Enfin, j'ai essayé de repartir, mais on y revient toujours. Donc, j'espère que vous aurez le temps d'aller voir le centre-ville, de vous promener un petit peu. C'est une ville très, très attachante, très commerçante et surtout le samedi après-midi, c'est très agréable de s'y promener. Donc, on m'a demandé de traiter un sujet qui est un peu technique. Alors, attendez, que je m'installe. Voilà, je vais faire comme ça. Pas du tout. Ça va aller, je vais m'en sortir, ne vous inquiétez pas. D'accord, ok. Ouais, c'est bon. Donc, vous m'avez demandé, et encore une fois, merci de me faire cet honneur, de vous parler des diagnostics précoces des maladies hémorragiques constitutionnelles et au travers des dispositifs existants. Donc, j'ai compris qu'il fallait que j'essaie de vous expliquer à quoi servent toutes ces organisations mises en place par les plans nationaux maladies rares. Et évidemment, ça va être une discussion un peu technique parce que je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque pathologie. En 10 minutes, j'ai évidemment pas le temps. Donc, c'est très schématique, on va essayer de faire les grandes étapes. Donc, au départ, il y a des symptômes qui sont plus ou moins reconnus, plus ou moins identifiés comme anormaux, mais en tout cas, il y a des symptômes chez un enfant, chez un petit garçon, une petite fille, un bébé, un adolescent, un adulte, pourquoi pas au cours d'une grossesse, avant une intervention chirurgicale, ou des examens de première ligne qui ont été réalisés parfois de façon totalement inappropriée, mais en tout cas qui seraient être anormaux. Et tout ça se passe dans l'ambiance, dans l'environnement de la médecine de ville. Et ces premiers événements qui vont conduire ou pas, on va le voir, à un diagnostic, font appel aux médecins généralistes, aux gynécologues, aux pédiatres, à un certain nombre de professionnels de santé, mais dans le cadre de l'exercice de ville. Et on va voir que ce n'est pas toujours simple que ces symptômes, ces signes, ces examens perturbés soient identifiés comme anormaux et soient suivis d'un adressage au bon endroit. Et par exemple, des manifestations hémorragiques, on en rencontre tous dans notre existence, des saignements de nez, tous, on en a un jour ou un autre. Et la vraie question qui se pose, c'est chez qui finalement, par exemple, je prends l'exemple de ce que je connais le mieux, la maladie de Villebrand, chez qui aller rechercher une maladie de Villebrand face à ce type de manifestation. C'est pas si simple que ça. Et c'est pas si simple que ça, notamment dans les formes les plus modérées. Et parfois, on a du mal à faire la différence entre ce qui est normal et ce qui est anormal. Vous voyez ici, sur ces barres-là, bleues, rouges et vertes, j'espère que c'est suffisamment grand, pour des manifestations, donc saignement de nez, des règles abondantes, des saignements après extraction dentaire. Vous voyez que les sujets non atteints de maladie de Villebrand qui sont en bleu, eh bien, ces manifestations arrivent. Mais elles arrivent évidemment dans un moins grand nombre de cas et surtout elles sont moins sévères. Donc on a besoin d'outils pour nous aider et ces outils ils sont assez spécialisés, c'est ce qu'on appelle les scores hémorragiques et en consultation spécialisée, on va essayer de repérer à travers ces scores qui a la probabilité la plus importante d'avoir une maladie hémorragique constitutionnelle. Alors c'est très technique, mais cette absence d'éducation, notamment au niveau des études médicales, de reconnaissance, par exemple, de ce que c'est les règles abondantes, ça fait que parfois, il peut y avoir ce qu'on appelle, on va y revenir, une errance diagnostique, c'est-à-dire que les symptômes ne sont pas reconnus comme anormaux, et à l'inverse, des symptômes qui sont banaux vont être
trop, comment dire, trop pris comme quelque chose d'anormal. Et là aussi, ça peut conduire à des difficultés. Et puis, une fois ces symptômes identifiés comme anormaux, va entrer dans un schéma idéal d'organisation, hein, va rentrer donc toute la stratégie du diagnostic avec la plupart du temps donc un recours hospitalier. Il y a extrêmement peu de structures privées qui assurent des consultations d'hématologie spécialisées, hein, c'est pas du tout rentable en ville comme spécialité, et donc c'est dans une structure hospitalière. La première étape, vous voyez, c'est de faire ce que je viens de vous montrer, c'est d'objectiver ce syndrome hémorragique, d'essayer de le quantifier avec nos scores qui sont comme ils sont, hein, ils sont parfois imparfaits, faire des examens de seconde ligne, enfin refaire des examens de première ligne, de seconde ligne, de la génétique, et pour ça faire appel à des laboratoires experts, et on va voir que il y a eu un appel d'offres sur les laboratoires de référence, un peu comme dans les centres de référence, sauf qu'aujourd'hui il n'y a pas d'argent pour ces laboratoires, mais la visibilité de l'expertise de ces laboratoires est extrêmement importante. Et puis on arrive dans un schéma idéal, encore une fois, à un diagnostic confirmé. Et une fois que le diagnostic est confirmé, ça ne doit évidemment pas s'arrêter là du tout. Et c'est là où l'importance des centres de référence est majeure. C'est qu'on doit faire une proposition thérapeutique, éventuellement proposer un essai clinique avec une nouvelle molécule. Il va falloir tout de suite adresser des problématiques d'éducation thérapeutique. Je vais prendre un exemple. Que faire en cas d'urgence? Qui contacter? S'inquiéter de l'enquête familiale, de l'héritabilité de la maladie en question, et de savoir si on peut faire le dépistage chez d'autres membres de la famille, et fournir une information assez tôt, préconceptionnelle, sur laquelle on reviendra au fur et à mesure du suivi. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est le schéma idéal. C'est le schéma idéal, avec, vous voyez aussi la présence de registres, ces registres qui nous servent à poser des questions sur la façon dont on organise le traitement, et qui nous sert à critiquer un petit peu ce que l'on fait. Donc toutes ces étapes sont extrêmement importantes. Donc on en vient au PNMR3 et aux dispositifs existants. Et le PNMR3 avait, vous voyez, 5 axes majeurs avec 5 ambitions importantes, dont permettre un diagnostic rapide pour chacun, pour diminuer l'errance et l'impasse diagnostique. Donc ça passe par une couverture nationale avec des centres de référence. Donc vous savez qu'il y a 3 centres de référence: pathologie plaquettaire constitutionnelle, hémophilie et autres déficits et maladies de Villebrand. Vous voyez qu'il y a vraiment quand même une couverture territoriale qui est large, des centres de compétences et une filière qui essaye d'organiser le travail collectif pour éviter les redondances et pour éviter de travailler en silo, mais plutôt de travailler pour l'ensemble des maladies hémorragiques constitutionnelles. Ce maillage territorial, il est extrêmement important. Nous nous engageons, quand nous déposons un dossier, à mettre en place une permanence des soins, à informer la communauté des modalités de recours à cette permanence des soins. Et c'est un des garants de l'organisation nationale, et c'est un point majeur de ce plan national maladies rares, pour lequel, encore une fois, on va déposer des dossiers bientôt. Et donc, une façon d'organiser un diagnostic précoce, c'est de se dire ensemble, collectivement, et de rendre public pour d'autres professionnels de santé comment on organise la prise en charge diagnostique et thérapeutique, et quel est le parcours de soins optimal pour les patients. Et donc, c'est ce qu'on appelle en jargon technique les protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Et donc, une des premières missions collectives qu'on a eues ensemble, ça a été d'écrire ces PNDS. Et donc, ils sont disponibles pour tous les professionnels de santé. On n'a pas écrit ça pour un entre-soi et pour des professionnels habitués à prendre en charge les maladies hémorragiques constitutionnelles, mais plutôt de façon large pour d'autres professionnels. Donc vous voyez la liste, on a beaucoup travaillé sur ce point, et c'était extrêmement important de mettre en ligne ces textes. Donc ça a été une des premières actions. Une deuxième action très importante du plan maladies rares, c'était, vous l'avez vu, diminuer l'errance et l'impasse diagnostique. Alors, de façon très schématique, qu'est-ce que c'est l'errance et l'impasse? L'errance, c'est entre les premiers symptômes, encore faut-il qu'ils soient reconnus comme anormaux, et le diagnostic confirmé. Combien de temps s'est passé? Combien de temps s'est écoulé? Parfois, c'est de très nombreuses années.
Et l'impasse, c'est entre les premiers symptômes et l'étape du diagnostic, mais qui n'a pas conduit à confirmer un diagnostic. Donc on est vraiment, nous, en impasse, avec des répercussions, évidemment, sur les possibilités thérapeutiques, sur les modalités de transmission de l'anomalie, pour laquelle on ne pourra pas guider la famille, guider la personne atteinte, et on ne pourra pas fournir le conseil. Donc c'est extrêmement pour nous d'avoir un diagnostic confirmé. Donc l'errance, c'est la période des premiers symptômes, et j'insiste, c'est pas toujours facile de reconnaître les premiers symptômes. En tout cas, dans la médecine de ville, je pense qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire sur le lien ville-hôpital. Et l'impasse, donc, c'est un syndrome hémorragique qui est inexpliqué, mais qui est évocateur d'une maladie hémorragique constitutionnelle. Pour progresser sur ce sujet, on a créé une commission au niveau de la filière, dont un certain nombre de membres sont présents. Et cette commission, vous voyez, alors c'est hyper technique ce que je vous montre. Son premier travail a été de se mettre d'accord sur comment avancer dans un diagnostic de maladie hémorragique constitutionnelle, qu'est-ce qu'il faut faire en première intention, et qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer ou confirmer une impasse diagnostique, et comment on complète le diagnostic. Ça a été très long de se mettre d'accord tous ensemble, pas parce qu'on est plus mauvais que dans d'autres pays, mais parce qu'il y a des habitudes locales, parce qu'il faut reconnaître les laboratoires experts pour tous ces examens, mais ce travail est fait, on a un référentiel, on a un document qui est en ligne, et on a mis en place une réunion de concertation pluridisciplinaire. Là encore, c'est un terme très technique, mais cette réunion, elle a pour objectif de discuter des cas les plus difficiles, de progresser ensemble en termes de connaissances sur ces cas finalement assez rares, pour lesquels on ne trouve pas de diagnostic, et éventuellement d'adresser, avec évidemment l'accord de la personne et des personnes que l'on va devoir explorer dans la famille si on veut faire un diagnostic, à ce qu'on appelle du whole genome sequencing, donc un séquençage complet du génome pour identifier de nouvelles maladies. Donc voilà, ça c'est les bases en très résumé de ce que l'on peut considérer aujourd'hui comme étant les dispositifs qui ont été mis en place par les plans maladies rares, particulièrement le PNMR3, et qui aident à améliorer ce diagnostic précoce. Ma lecture aujourd'hui, c'est qu'on a un gros progrès à faire sur le lien ville-hôpital. On a fait pas trop mal sur notre organisation à nous en intra-hospitalier, mais il reste encore beaucoup de travail. Et merci pour votre attention et j'espère qu'on aura un PNMR 4. Merci beaucoup, professeur Suzanne. Écoutez, on a démarré un petit peu en retard. On a droit à une question. Il y a une question en ligne, c'est ça? Une question SMS. Une question SMS. Donc, merci pour la question SMS. Allez-y. Donc, j'entends beaucoup parler d'innovation dans les traitements pour les hémophiles sévères. Qu'en est-il pour les hémophiles mineurs? J'ai l'impression de régresser dans ma liberté de mouvement avec le retrait de l'Optimspray. Alors, si vous me permettez, je vais faire deux réponses. Une première réponse qui est un avis personnel. Et je partage l'avis de la personne qui a envoyé ce SMS, pas sur l'impression de régresser, mais sur l'idée que finalement l'innovation aujourd'hui, en tout cas ce dont on va discuter après, notamment la thérapie génique, va concerner, en tout cas pour l'hémophilia, et même dans une certaine proportion pour l'hémophilie B, une très faible proportion de personnes atteintes. Donc c'est évidemment majeur pour la collectivité des maladies hémorragiques constitutionnelles, pour les maladies rares en général. On est en train de vivre une époque absolument incroyable d'innovation thérapeutique qui dépasse largement le cadre des maladies hémorragiques, et on ne peut pas reculer. Mais il faut bien garder à l'esprit qu'il faut que tout le monde bénéficie des innovations. Donc, pour ce qui est de l'hémophilie mineure, modérée mineure, il y a quand même des travaux en cours, notamment avec l'anticorps bispécifique. Probablement d'autres viendront compléter l'arsenal. On est en train également de progresser sur la connaissance de la santé articulaire et de revoir un petit peu les seuils. Et finalement, mais je pense que les autres intervenants en parleront beaucoup mieux que moi, d'augmenter le niveau d'exigence à juste titre sur le niveau de protection. C'est vrai que le retrait d'Optimspray, donc ça c'est la deuxième partie de ma réponse. C'est vrai que le retrait a été une surprise et nous a rappelé qu'il ne faut pas que nous soyons dépendants d'un fournisseur. Et que dans chaque situation de monopole, il y a un danger.
Et par ailleurs, ça nous a rappelé qu'il fallait rester ouvert sur les innovations thérapeutiques et que ce qui est perçu comme finalement des situations bien maîtrisées, hein, comme l'hémophilie mineure, les Willebrand, certains types de pathologies, bien contrôlées avec des traitements hormonaux, des antifibrinolytiques. En fait, non, il y a un poids de la maladie qu'aujourd'hui on n'identifie pas, qui peut se traduire en nombre de consultations parce que finalement on n'a pas le traitement qu'il faut, en nombre de jours d'arrêt de travail, qui peut se traduire en modification de prescription sur un traitement hormonal, par exemple. 3 fois au cours de l'année, c'est probablement le signe que quelque chose ne va pas, mais on n'a pas aujourd'hui d'échelle pour identifier ce manque-là, et tant qu'on n'aura pas d'échelle pour identifier ce manque, on n'attirera pas les fonds pour financer de la recherche académique et pour qu'elle intéresse le rachat de brevets par des industriels. Donc c'est un peu long comme réponse, mais voilà. Il y a une question encore? Juste 2 remarques, enfin deux messages. Ok, 2 remarques, oui, après. Oui. Donc, sur Internet, pour les gens en live, donc des personnes qui nous remercient de pouvoir d'avoir fait ce congrès à distance. Donc, bonjour, je tiens à vous remercier de me donner l'opportunité de vous suivre à distance. Je me trouve actuellement en Italie et j'étais super désolée de ne pas pouvoir vous suivre. On espère que vous avez du soleil. Et par SMS, on a reçu un SMS de quelqu'un qui disait « Bon congrès à tous ». Eh bien, alors, merci. Sur le sujet aussi de Octim Spray, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été retiré parce qu'un problème de fabrication et le fabricant aujourd'hui ne va pas reconduire ce modèle-là sous forme de spray. Cependant, il y a quand même une alternative en sous-cutané, une utilisation sous-cutanée, mais qui est une autre façon d'utilisation qui demande aussi un apprentissage. Donc ça aussi, ça fait partie de l'accompagnement, de l'apprentissage, de l'éducation thérapeutique sur ce sujet. Et c'est vrai que sur l'hémophilie mineure ou modérée ou Willebrand, parce que aussi, ça concerne aussi ces patients-là. Et pathologie plaquettée. Et les plaquettes aussi. Et les plaquettes aussi. Il y a cet apprentissage-là qui doit se faire, qui doit s'accompagner, mais que c'est vrai que c'est des patients qui ne sont peut-être pas très suivis ou pas très vus par les centres de traitement. Donc il y a ce sujet-là aussi, d'aller vers ces patients, ou que les patients aussi reviennent vers les centres de traitement et de demander à cet accompagnement, cette formation-là, à cette nouvelle utilisation pour permettre cette, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas cette liberté comme la personne l'a exprimé, qui est cette thérapeutique-là, ce problème sur cette thérapeutique n'engendre pas cette restriction de liberté qui nous semble quand même important, mais aussi la bonne utilisation de cette thérapeutique est importante et l'apprentissage est aussi extrêmement important. Mais c'est quand même, je précise, parce qu'il y a quand même des industriels avec nous, que c'est l'occasion d'objectiver le manque de recherche pour ces formes les plus modérées, et que c'est une recherche à financer. Très bien. Je pense... Pardon, il y a une dernière question. Oui, mais il va falloir qu'on avance. Oui, c'est la dernière. Errance diagnostique est une immense difficulté pour les familles. Pourquoi diagnostiquer la maladie de Willebrand est parfois compliqué? Alors pour de nombreuses raisons, j'ai essayé d'en expliquer une, qui est que la symptomatologie n'est pas forcément repérée, identifiée au plus jeune âge. Je vais prendre un exemple qui est l'exemple des règles abondantes, dont on parle beaucoup en ce moment et c'est très bien. Dans nos études médicales, ma génération, donc il commence à être un peu vieille, mais il était beaucoup plus facile de transmettre la connaissance sur les antécédents thromboemboliques du premier degré, et comment on fait pour les repérer, que sur le nombre et la taille des caillots et le nombre de changes. Ça, c'est pas quelque chose que nous, on a appris. Je regarde ici, mais elle est plus jeune que moi, mais on est à peu près de la même génération. C'était pas quelque chose qui était bien appris, premièrement. Alors ça a progressé, c'est vrai. Mais il y a aussi l'acceptation de ces symptômes au sein des familles, puisque tout le monde, beaucoup de femmes ont ces symptômes. Finalement, on n'y prête plus tellement attention. Et ça, régulièrement, on a des patientes qui viennent. Et puis, et effectivement, quand on retourne aux générations antérieures, c'était quelque chose qui était accepté. Donc, il y a
beaucoup liés à la femme, au fait que de même que la vie professionnelle, tout ce qui touche la santé des femmes est un problème. Je ne suis pas spécialement militante, mais néanmoins, si on ne s'impose pas un certain ratio sur les problématiques féminines, on n'arrivera pas à mieux communiquer. Donc là encore, les femmes participent moins aux essais cliniques et les femmes rapportent moins leurs symptômes. Donc il faut travailler là-dessus dès les études médicales. Ça, c'est vraiment très important et probablement dans les années à venir, ce sera mieux. Donc ça, c'est une première explication. La deuxième explication, c'est effectivement faire le tri pour les formes modérées entre des symptômes fréquents qui sont considérés comme banaux et essayer de documenter mieux ce qui n'est pas banal, mais ça reste effectivement pour les formes modérées parfois difficile. C'est vrai. Et on a un vrai travail à faire, encore une fois, lien ville-hôpital, se retourner vers nos collègues de ville, savoir ce qui a péché pour ceux qui ont été confrontés à ce type de patients, qu'est-ce qui a péché dans le diagnostic, pourquoi ça a pris du temps. C'est important qu'on se penche là-dessus et qu'on essaie de trouver des moyens d'améliorer ça, des moyens de communication pour améliorer ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais juste rajouter... par rapport à l'impasse, hier, donc, il y avait aussi un atelier au congrès de l'Alliance Maladies Rares sur ce sujet-là. Et il en est ressorti que l'accompagnement sur l'impasse, au moment de l'impasse, au moment de la recherche, auprès des familles, il est aussi tout aussi important par les professionnels de santé, cet accompagnement auprès des familles, parce que c'est vrai que c'est un moment difficile pour les familles, mais un moment difficile aussi pour les professionnels de santé parce qu'il n'y a pas de diagnostic précis. Et donc, cet accompagnement, il est complexe pour les professionnels de santé car ils ne savent pas trop vraiment comment le faire. Et donc, il y a des pistes d'amélioration sur ce point-là. On va laisser la place à Geneviève Piétu qui va animer la séance, la plénière sur l'innovation thérapeutique dans les maladies, pour les maladies hémorragiques constitutionnelles. Donc j'invite Geneviève à venir et à introduire cette plénière. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette session sur l'innovation thérapeutique pour toutes les MHC, c'est-à-dire toutes les maladies hémorragiques constitutionnelles. Alors nous serons 3 modérateurs, le docteur Annie Borel-Derlon, que vous avez vu tout à l'heure, qui est présidente du conseil scientifique de l'AFH, Gaëtan Duport, qui est responsable du GT médicaments, et moi-même qui suis chargée de mission recherche. Alors nous aurons d'abord une présentation du professeur Dargaud sur les nouveaux traitements de l'hémophilie, puis une présentation du docteur Jean Revolo sur un nouveau traitement dans la maladie de Willebrand. Et enfin, une session, vous allez voir, on espère interactive, avec le docteur Saultier sur la thérapie génique. Avec plaisir que Yessim va commencer cette session sur les innovations thérapeutiques avec enthousiasme, parce qu'elle a toujours un enthousiasme formidable. Donc, elle va vous faire passer un certain nombre de messages. Merci Yessim, qui, à l'heure actuelle, à partir de maintenant, coordonne le centre de Lyon et va être donc coordonnateur également du centre de référence national hémophilie. Merci beaucoup, Annie. Tout d'abord, j'aimerais commencer par remercier les organisateurs pour cette invitation. C'est un vrai plaisir, un honneur de venir discuter avec vous des innovations thérapeutiques aujourd'hui. Comme on est très court en temps, j'ai fait le choix de ne pas aborder les traitements qui font déjà partie de l'arsenal thérapeutique que vous connaissez. Donc, beaucoup d'entre vous reçoivent déjà ces thérapeutiques-là. Par rapport aux remarques de tout à l'heure par un patient qui est hémophile en mineur, j'aimerais simplement dire qu'il y a un essai qui est terminé sur l'anticorps bispécifique Hemlibra chez les patients modérés mineurs. Donc, il y a aussi de l'innovation qui va arriver. Ça prend un peu plus de temps. Les développements concernent d'abord les patients sévères, mais il y a des efforts dans ce sens-là. Ce dont je veux parler actuellement, c'est ce qui est dans les pipelines de l'industrie qui vont arriver dans les années qui viennent. Et le premier sur la liste, ce sont les traitements qui visent les régulateurs de la coagulation. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, je suis désolée,
l'hémostase est un peu compliquée. Mais avec les yeux d'une femme, quand je soulève le capot de ma voiture, ça me paraît très compliqué. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire une analogie, essayer de simplifier les choses. Pour moi, comment ça marche une voiture? Qu'est-ce qui est indispensable? Eh bien, il faut qu'il y ait un moteur qui est relié, si possible, à 4 roues et un volant. Il faut qu'il y ait une source d'énergie qui, dans ce vieux modèle, était l'essence, d'accord? Et il ne faut pas qu'on parte quand même dans le vide, il faut qu'on puisse décélérer quand il faut et voir s'arrêter quand on veut. Il faut un frein. Eh bien, est-ce qu'on peut appliquer ce principe à l'hémostase? Si on veut être simpliste, on y arrive. On peut dire que l'essence, ce sont les facteurs de coagulation. Il en faut pour que ça fonctionne. Le moteur, et c'est tout ce système complexe que moi-même je ne comprends pas dans ma voiture. Et puis le frein, ce sont les inhibiteurs dans notre jargon, mais je n'utiliserai pas ce mot parce que vous connaissez le mot inhibiteur comme les anticorps antifacteurs. Et là, on parle de régulateurs naturels. Pour vous faire simple, quand on se coupe et qu'on a besoin de faire un caillot, le système se met en marche et ensuite, on a un frein quand on ne saigne plus qui dit « stop, on n'a plus besoin de fabriquer de caillots ». C'est ça que j'appelle régulateur. S'il n'y avait pas, eh bien, le caillot devrait prendre des proportions que ça ne devrait jamais prendre et finir par obstruer le vaisseau. C'est ça qu'on essaie d'empêcher. Eh bien, l'idée de ces nouveaux médicaments, c'est viser ces régulateurs-là. Quand ces 3 éléments, frein, essence et moteur, sont là, on peut faire une belle balade en voiture. Et côté coagulation, on peut former un bon caillot efficace, comme vous voyez ici, un tissu de fibrine qui est très étanche, qui peut colmater une brèche vasculaire et arrêter l'hémorragie. On peut avoir une belle voiture, mais si l'essence n'y est pas, c'est ce qui est le cas en hémophilie, il n'y a pas assez de facteur 8 ou facteur 9, cette voiture ne marche pas. Eh bien, quand on regarde le caillot, la structure, vous voyez que la mèche de fibrine n'a rien à voir avec la photo de dessus, ça semble être beaucoup plus fragile et on n'espère pas que ça puisse arrêter une hémorragie de manière efficace. Jusqu'à présent, ce qu'on faisait en hémophilie comme traitement, c'était le traitement substitutif. Il manquait du facteur 8, on amenait du facteur 8 de l'extérieur. Cette approche de dire on va viser les régulateurs, c'est complètement différent. C'est un peu enlever le régulateur automatique de votre voiture qui est là pour réguler la vitesse en créant un équilibre entre la vitesse exigée et le frein. Donc tout ça, c'est sur une balance. Il y a un équilibre entre frein et accélérateur, il y a un équilibre entre les facteurs de coagulation et le régulateur. Et l'idée, ce n'est pas de créer une voiture sans frein, sans contrôle. Il y a toujours un contrôle. Tout ça, ça se passe sous régulation scientifique. Et l'idée, c'est justement d'induire une hypercoagulabilité en enlevant un peu l'intensité de ce freinage pour venir compenser l'hypocoagulabilité de l'hémophilie. Il y a 3 systèmes régulateurs, antithrombine, TFPI, protéine C activée. Il y a des molécules qui sont en cours de développement qui visent chacune de ces molécules-là. La première, qui vise le régulateur principal qui est l'antithrombine, s'appelle fitusiran. En fait, on va injecter une molécule qui a un ARN messager particulier par voie sous-cutanée une fois par mois et pendant cette période-là, le patient ne va pas synthétiser suffisamment d'antithrombine et ensuite, si on arrête d'injecter, eh bien, l'effet est réversible. Comme vous voyez sur cette figure-là, au lieu de fabriquer 100% d'antithrombine, on aurait une synthèse entre 15 et 25% à peu près. Donc, on va induire un déficit contrôlé en antithrombine qui va induire une hypercoagulabilité. Si ce patient n'était pas hémophile, on s'attendrait à ce qu'il ait des thromboses, mais comme il est hémophile, ça crée une certaine balance. Et quand on fait ça, chacune de ces petites boîtes exprime la capacité coagulante d'un individu. Complètement à gauche, vous avez les sujets qui n'ont aucune anomalie de coagulation. Ils ont une box qui est assez haut placée. Le deuxième, c'est un hémophile non traité. Et la dose injectée aux patients de fitusiran représente le dernier box. Et vous voyez que certains patients sont complètement normalisés et la plupart sont comme les hémophiles mineurs. Donc, en termes d'efficacité, il y a eu 2 études qui ont été récemment présentées, des phases 3 qui sont terminées. C'est une molécule, bien sûr, qui ne vise pas le traitement aigu de l'hémorragie, c'est des traitements de fond, de prophylaxie.
On a fait des essais chez des patients hémophiles A et B avec et sans inhibiteurs. Et vous voyez que quand on regarde dans les deux populations, le nombre de saignements annuels avec la molécule, c'est 0 par rapport à un groupe qui n'est pas sous prophylaxie, mais à la demande. Donc, quoi qu'il en soit, c'est 0 saignement, c'est une grande efficacité. Quels sont les effets secondaires attendus? Comme on envoie l'ARN messager dans le foie, ça crée une petite inflammation, donc il y a les enzymes hépatiques qui, de manière transitoire, augmentent un peu. Et l'autre risque, c'est la thrombose. Et ça, je vais en parler 2 secondes à la fin pour l'ensemble de cette stratégie-là, quelle que soit la cible visée. Deuxième molécule de régulateur, TFPI. Différemment de l'antithrombine qui est en petite boule rouge là, qui est complètement dans la circulation, la TFPI, on en a un peu dans le sang, mais on en a beaucoup sur la paroi vasculaire, c'est fixé sur les cellules. Donc, ça vise les deux, en fait. C'est un anticorps qui va bloquer cette molécule-là. Et là aussi, la dose habituellement injectée, c'est à visée prophylactique, une injection par jour, et on normalise quasiment la capacité coagulante des patients. C'est le dernier groupe qu'il faut regarder qui reçoivent les doses habituelles qui sont actuellement dans les essais thérapeutiques. Et là aussi, les études de phase 2 et phase 2 extension ont été publiées avec des choix de doses qui ont été faites sous prophylaxie. Et juste pour vous montrer simplement, quand vous regardez les colonnes qui sont bleues, moyennement claires, ceux du milieu, qui représentent les saignements spontanés dans l'année, vous voyez que c'est 1 à 2. Là aussi, on a, comme le fitusiran, une efficacité qui est quasi excellente. Mais on voit qu'il y a un peu plus de saignements post-traumatiques qui existent quand même. Là aussi, comme avec l'antithrombine, comme on induit une hypercoagulabilité, il y a eu quelques accidents de thrombose, ce qui n'est pas illogique en soi. Et encore une fois, je vais faire un regroupé à la fin. Troisième cible, la protéine C activée. Ça, c'est encore très précoce dans le développement. C'est uniquement la phase de choix de dose qui sera testée. Vous voyez que quelle que soit la dose ici, on ne voit pas beaucoup de différence. Il y a une baisse de saignement d'entre 70 et 90%. Et pour l'instant, il n'y a aucune thrombose qui a été rapportée. Une autre approche, à part les régulateurs qui sont inhibés, c'est le développement d'un nouvel anticorps bispécifique. Donc, emicizumab, Hemlibra, vous le connaissez très bien. Quelle sera la différence? Eh bien, si on se considère que Hemlibra, c'est une belle Mustang décapotable, vous mettez une moteur de Ferrari là-dedans, ça devient le nouvel anticorps. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Hemlibra, l'anticorps venait mimer l'action du facteur 8 en faisant le joint entre le facteur 9 activé et le facteur 10 et augmenter la capacité coagulante. Là, la liaison n'est pas simplement pour combler l'espace de facteur 8, mais ça induit l'activation de facteur 9, ça l'amplifie davantage. Ce qui fait que la courbe bleue que vous avez ici donne une capacité coagulante, une puissance hémostatique 15 fois supérieure à celui de l'Hemlibra dans le modèle animal. C'est encore très précoce. Chez la souris hémophile, le rouge représente cette nouvelle molécule, le bleu, c'est emicizumab, c'est l'anticorps bispécifique qui est sur le marché. Vous voyez qu'on commence à coaguler plus rapidement et plus haut avec cet anticorps que l'Hemlibra. Et si vous coupiez la queue de cette pauvre souris hémophile pour quantifier le sang qu'il va perdre, il en perd beaucoup moins avec cette molécule. Heureusement que nous ne sommes pas des souris et la recherche clinique avance toujours comme ça. On change de taille de modèle animal pour s'approcher de l'humain et les dernières publications sur cette molécule sont sur les singes de laboratoire. Eux aussi, ils coagulent mieux avec cette molécule. Pour l'instant, il n'y a aucune étude clinique. On est en train d'ouvrir les centres. Les essais cliniques vont commencer dans vos CRC. 2 mots sur 2 molécules à demi-vie allongée. Avec son petit nom BIV, ça va être, entre guillemets, la Rolls-Royce de facteur 8. Pourquoi? Vous connaissez tous les facteurs 8 à demi-vie allongée. Un des problèmes, c'était que l'allongement de demi-vie obtenu était beaucoup plus modeste que le facteur 9 du fait de la liaison naturelle du facteur 8 au facteur Wilbrandt, qui est son transporteur, on va dire, son protecteur dans le sang. Là, ils ont anticipé les choses, ils ont dit qu'il faut court-circuiter ce problème. Ils l'ont déjà accroché au facteur Wilbrandt. Il y a une protéine de fusion qui a une demi-vie plus longue qui va
donner la demi-vie allongée de la molécule. Et en plus de ça, ils ont ajouté les 2 petites zigoguilles que j'ai mis et qui sont en vert, qui viennent là augmenter le volume de la molécule. À quoi bon? Eh bien, la plupart des molécules sont éliminées un peu par le rein. Et si vous augmentez la taille et que ça échappe au filtre de rein, ça reste plus longtemps en circulation. Donc, 3 moyens différents pour allonger la demi-vie de cette molécule-là, qui a une efficacité comparable au facteur 8 habituel, et qui, de surcroît, du fait de cet allongement de demi-vie, vous voyez que dans les premiers essais, 4 jours après l'injection, les patients n'avaient plus de 50% de facteur 8 en circulation. Au bout de 14 jours, ils avaient plus de 15% de facteur 8 en circulation. Donc, il y a juste quelques jours, le 1er juin, l'Agence de médicaments américaine a donné le titre, entre guillemets, a reconnu qu'il s'agissait d'un traitement innovant et que donc, les essais phase 3 sont terminés, donc les analyses sont en cours. On aura les résultats au congrès professionnel à Londres dans un mois. On m'a demandé de parler d'Idalvion en 2 diapositives. Ce n'est pas parce que c'est nouveau, mais il est arrivé un peu plus tard sur le marché, donc peut-être qu'il y a encore peu de patients qui le reçoivent par rapport aux autres qui sont déjà là depuis quelques années. En fait, là aussi, c'est un facteur 9 recombinant qui a une demi-vie allongée parce qu'on l'a couplé à l'albumine qui a une demi-vie d'environ 3 semaines. Donc, est-ce que ce facteur 9 est efficace? Là, vous regardez en prophylaxie chez des patients plus de 12 ans et les adultes. En termes de saignement annuel, c'est quasi 0 à 1. C'est comme ceux que je vous ai déjà montrés. Et pendant la phase d'extension, ce n'était guère mieux, c'était 1 à 2 saignements. Donc, on est sur des molécules extrêmement efficaces. Il y a eu une comparaison indirecte de cette molécule dans un article de mise au point récent. Comparé aux autres facteurs 9, vous voyez qu'on s'attend à avoir environ 1 saignement sous prophylaxie d'Alvion comparé aux autres molécules qui montrent en moyenne 3 saignements dans l'année. Donc, on est avec des innovations techniques à avoir un nombre drastiquement réduit de saignements annuels dans l'avenir. C'est ça qu'on va avoir, mais on n'est pas encore parfait. On n'est pas encore parfait. Idalvion, pour finir avec lui, ça marche très bien en chirurgie aussi. Vous pouvez vous poser la question, et si je suis opérée, vous voyez que les médecins ont attribué une note excellente ou bon quand c'est rouge et bleu, et quand ils ont eu des problèmes, ils ont mis gris. Et vous voyez que dans la majorité des chirurgies, y compris la chirurgie orthopédique, l'efficacité de la molécule est tout à fait probante. Je ne vais pas du tout parler de thérapie génique parce que Paul va le faire. Je vais simplement dire que cette agence de médicaments américaine a donné la priorité au dossier de demande d'AMM de la thérapie génique, au moins pour la première molécule qui va arriver sur le marché il y a quelques semaines. Je vais simplement dire qu'au sein de la filière MEMO, le centre de référence travaille sur l'organisation qu'on va avoir en France. Il y a des groupes de travail qui sont engagés pour porter les outils nécessaires pour une décision partagée avec les patients, mais également les recommandations pour les CRC, pour les suivis. Et nous avons également un 3e groupe qui travaille avec le registre France Coag pour un suivi à vie de ces patients-là. On est en train de générer une fiche thérapie génique pour France Coag, et merci à l'AFH pour leur contribution dans chacune de ces groupes-là. Donc, comme vous voyez, l'innovation thérapeutique est en partie là, et demain, ce sera encore plus riche. Et dans un tel panel de choix thérapeutiques, on vient de loin quand même. Quand j'étais interne, c'était le grand débat plasmatique recombinant, mais on n'avait que de facteur 8, facteur 9, on ne faisait que du substitutif. Là, il y a un vrai choix et la décision partagée prend toute son importance. Il faut qu'on évolue, nous, médecins, dans ce sens-là. Donc, l'AFH avait fait un très beau document qui est sur le site. La seule chose que je trouve un peu dommage sur ce document, c'est l'air très grave de médecins et de patients qui ont l'air d'être très inquiets. Je vais revenir dessus. Donc, actuellement, vous avez vu, on aura moins de saignements. Le problème qui nous reste, c'est l'arthropathie. Parce qu'on se rend compte que même si les patients saignent cliniquement moins, il y a peut-être des micro-saignements qui sont asymptomatiques, qui ne se manifestent pas,
mais qui sont là quand même pour abîmer un peu les articulations. Et c'est là que tout l'arsenal thérapeutique peut nous aider à mieux personnaliser ces traitements-là, selon le besoin de chaque patient qui reste à évoluer et avec ses choix, ses priorités pour mieux protéger les articulations. Ça va être vraiment l'objectif des décennies à venir. Ce n'est plus l'objectif zéro saignement, ça va devenir de règle presque, mais ça va être l'objectif zéro arthropathie si possible. Et pour évoluer plutôt vers ça avec nos patients, et j'espère que les décisions partagées seront un peu plus optimistes et confiants dans l'avenir. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci beaucoup. On a peut-être le temps pour quand même une ou deux petites questions avant de passer à la suite. Voilà, il faut leur faire un choix. Il n'y en a pas? Si, il y en a en salle ou par SMS? Dans la salle. Qu'est-ce que vous préférez, Geneviève? Bonjour, merci pour votre présentation. Alors j'ai une double question, je vais commencer par la première, c'est quelles innovations en termes de santé psychologique pour les patients dans les années à venir? Et la deuxième, peut-être une plus pragmatique, c'est nous partager peut-être un avis sur les dates potentielles de mise sur le marché des médicaments que vous avez présentés. Je pense que la deuxième sera plus facile à répondre. Je vais commencer par cette option-là. Comme je disais, donc, les études concernant BIV sont terminées. Donc ça, c'est des molécules. Il y a toujours l'AMM qui arrive plus tôt. Après, il y a la détermination du prix qui fait que certaines molécules mettent beaucoup plus de temps, d'autant plus que maintenant, on a des molécules déjà qui sont très performantes sur le marché. Donc je n'ai aucun regard sur ce deuxième aspect-là. Mais on peut penser que concernant la thérapie génique, l'accès précoce va être probablement la deuxième partie de l'année 2023, je pense. BIV, on peut espérer 2023-2024 aussi, me semble-t-il. Mais ce ne sont pas encore les AMM et les grandes utilisations. Ça va être dans un premier temps ces molécules-là. Quant aux autres, les études sont en cours, ça va mettre un peu plus de temps. Par rapport aux aspects psychologiques, donc je pense qu'on a un grand chemin à faire. Autant la technologie a bien avancé, autant sur le plan personnel. Nous aussi, médecins, nous avons évolué. Avant, c'était une rareté d'avoir des psychologues dans nos centres. De plus en plus, nous en avons et nous sommes convaincus maintenant de l'apport que ça amène dans la prise en charge des patients. C'est aussi important que les médicaments. Et je pense qu'il y a quand même des choses à améliorer et déjà de le rendre disponible partout. C'est un travail de fond que nous menons aussi bien en termes de santé référence que la filière mémo. Mais je pense qu'on n'a pas encore à se réjouir et être très satisfait de ça. Mais vous avez raison de le souligner qu'il y a un vrai besoin à travailler là-dessus. Si, peut-être en attendant une question, j'ai dit que je reviendrai sur le thrombose et j'ai oublié de le faire. 2 mots. Les thromboses que je vous ai montrées arrivent surtout dans des circonstances où les patients reçoivent ces prophylaxies, plus en cas d'une chirurgie ou d'un saignement intercurrent, recevaient une autre molécule par-dessus. D'accord ? C'est là qu'il va falloir que nous, médecins, nous soyons très vigilants parce qu'ils sont très puissants. Vous avez vu, 0 saignement d'un saignement annuel. Et quand on ajoute une autre molécule pour renforcer ou pour traiter une hémorragie aiguë, c'est là qu'il va falloir être extrêmement vigilant à l'aide de la biologie aussi, du laboratoire, à choisir la bonne dose et ne pas faire basculer le patient dans l'hypercoagulabilité un peu dangereuse. Voilà. Sinon, ce n'est pas à l'état de base. Oui. Bonjour, Norbert Ferré. Merci pour cette présentation très claire. Comme vous disiez, à une certaine époque, on avait le choix entre donc, plasmatique et recombinant. Enfin, là, je suis vraiment impressionné du panel très important des différents produits que nous pouvons disposer. Par contre, moi, je m'interpelle sur, comme vous disiez, l'échange entre le médecin pour le choix partagé, la décision partagée, parce que là, ça nécessite un énorme travail de discussion et d'échange au vu du panel. Enfin, je veux dire, voilà, parce que c'est quand on discute avec notre hématologue, déjà, il y a certaines contre-indications sur tel ou tel traitement, mais là, vu ce panel, ça va nécessiter, pour personnaliser au mieux le traitement de son traitement, des discussions très très importantes. Donc là, il y a tout un travail aussi à faire auprès des centres parce que le temps je veux dire, n'est pas extensible plus pour les médecins.
Donc, Vous c'est avez- assez difficile, parce que quand on appelle le CRTH, on dit on souhaiterait avoir un entretien pour discuter un petit peu sur tel produit, le temps, c'est pas évident. Donc, je sais pas, pour que le choix soit éclairé, c'est pas évident. Hein. Oui. Alors, je pense qu'il y aura toute une phase d'argumentation et d'information de nos patients. Il faut qu'on vous montre les avantages, les inconvénients en détail, les faits qui existent de manière très objective pour chacune des molécules. Après avoir eu vos priorités, vos souhaits, qu'est-ce qui est important pour chaque patient? Ce n'est pas toujours pareil. On a nos objectifs en tant que médecin, souvent, et heureusement d'ailleurs, sont superposables, mais il peut y avoir des petites divergences de priorité. Il faut qu'on vous écoute, il faut qu'on vous informe et qu'on fasse un choix. Et je pense que c'est une chance de pouvoir faire justement ce choix, parce qu'avant, on n'en avait pas. Donc, on n'avait que ce qu'on avait entre les mains. Et là, peut-être qu'il y aura des indications particulières selon le profil particulier de certains patients, et c'est un vrai atout. Est-ce qu'on a encore le temps pour 2 questions, Geneviève? Juste 2 questions. Alors, les 2 dernières. Il y en a une par SMS, et ensuite Maryse prendra la dernière. Ces innovations sur les régulateurs ont fait l'objet d'essais cliniques sur l'hémophilie, mais concernent aussi les troubles très rares de la coagulation. Pourrons-nous les utiliser pour nous quand ils seront disponibles pour les patients, même s'il n'y a pas eu d'essai? Merci. Très bonne remarque. En effet, quand on enlève l'effet majoritaire, je dirais, de ces régulateurs, on fait basculer le système de coagulation vers une hypercoagulabilité. Donc, quelle que soit la raison de l'hypocoagulabilité qu'on traite, que ce soit en déficit en facteur 10, en facteur 2 ou en hémophilie, le résultat est le même. Effectivement, ces choses-là pourront s'appliquer après des essais cliniques qui montrent leur efficacité, bien sûr, à d'autres pathologies où, surtout, on est en impasse thérapeutique. Il y a des maladies pour lesquelles il n'y a pas de concentré adapté. On est encore à l'ère de plasma frais congelé. Donc, oui, ça pourrait être une solution, mais il faut le démontrer d'abord que c'est efficace, trouver la bonne dose pour ces pathologies, etc. Je crois qu'il y a juste 2 petites questions du... Et là, Oui, ok. Bonjour, juste une question. Facteur traitement de crise, à l'avenir, arriver au traitement de crise? c'est le traitement, entre guillemets, habituel. Comme je disais, tout ce qui je vous ai montré en développement vise plutôt une prophylaxie et de monter le degré de coagulabilité de base de nos patients pour mieux protéger les articulations, prévenir les accidents graves comme l'hémorragie cérébrale. Par-dessus, s'il y a un traumatisme et qu'il y a quand même un saignement, ou si on a une prise en charge chirurgicale, eh bien, chez des patients qui ne sont pas complètement normalisés en termes de coagulation, il va falloir ajouter, selon la pathologie sous-jacente, un peu de facteur 8 ou de produits bypassants pour les patients qui ont un inhibiteur ou de facteur 9 pour l'hémophilie. Et c'est là justement qu'il va falloir, nous médecins, faire attention aux doses qu'on va prescrire, parce qu'on ne parle pas d'un taux de facteur inférieur à 1%, donc il va falloir adapter un peu la dose apportée. Et ça, c'est un travail de collaboration qu'on va avoir avec les laboratoires pour déterminer tout ça. Merci beaucoup, Yézine, pour tous ces commentaires. Et d'ailleurs, je voulais, pour confirmer ce que tu viens de dire, il y a une question qui se pose aussi et que certains patients se posent. C'est quand on est amené à avoir recours aux fractions coagulantes chez des patients qui ont les produits comme ces molécules émicizumab et concizumab, est-ce qu'il y aura une place chez ces patients pour les demi-vies longues et très allongées, comme les produits comme le Idelvion, comme Biv, parce que est-ce qu'on pourra avoir recours chez un patient qui a une thérapie de contournement, est-ce qu'on pourra avoir recours à une demi-vie longue? Alors, très humblement, il n'y a pas de données pour l'instant, donc je ne peux donner que mon avis à moi. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on revoie nos schémas de chirurgie classique. Donc, déjà, à l'arrivée de demi-vie, on fait réduire de manière drastique le nombre d'injections que nous faisons dans le contexte chirurgical. Après, tout va dépendre. Ces molécules, certes, ça améliore beaucoup, mais il ne faut pas perdre de vue que la réponse des patients sont individuelles. Ils ne sont pas tous au même degré. Donc, il va falloir déjà de base qu'on sache quelle est la situation particulière du patient dont on parle et qu'on puisse adapter. Après, je pense que la demi-vie allongée ou pas, on va y arriver certainement, mais peut-être qu'on va y aller un peu doucement pour mieux comprendre et ne pas être dangereux. C'est important de leur dire. Okay. Merci beaucoup. Merci Yézine, merci beaucoup. Donc Fabienne Volo de Dijon,
que j'ai le plaisir d'accueillir ici, va nous parler d'innovation thérapeutique dans le domaine de la maladie de Villebrand, avec l'arrivée en particulier du Villebrand recombinant. Merci beaucoup, Fabienne. Bonjour à tous, un très grand merci, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, très grand merci à l'AFH, un très grand merci à Annie, à Geneviève Pietu qui m'ont demandé de vous parler aujourd'hui d'un nouveau traitement dans la maladie de Villebrand. Alors quand on dit nouveau traitement, malgré tout, une petite limite, le traitement dont je vais vous parler plus particulièrement est quand même sorti en France depuis janvier 2019, et puis vous allez voir que dans la maladie de Villebrand, eh bien, on est au stade des produits plasmatiques et des produits recombinants. Alors, l'image vraiment de la maladie de Villebrand, c'est l'image de ce monsieur. Peut-être que tous parmi vous, vous ne le connaissez pas. Voilà, c'est le docteur Erik von Willebrand. On est en 1926, on est en Finlande, dans les îles des Hélandes, et ce monsieur est amené à voir en consultation à l'époque, il y avait de très grandes familles, beaucoup d'enfants, certaines jeunes filles, donc une jeune fille, Jordis, qui avait 13 ans, pour des règles très abondantes. Et là, à cette époque, en 1926, il n'y avait qu'une seule maladie hémorragique, c'était l'hémophilie. On connaissait déjà sa transmission, on savait que l'hémophilie touchait les hommes, et que ça faisait des saignements internes. Or, il est amené à voir des femmes et des saignements extériorisés. Et là, il se dit, ça ne colle pas. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Et il va faire une première publication scientifique et il va faire en 26 cette publication sur une pseudo-hémophilie héréditaire. Et des années plus tard, ça prendra le nom de ce monsieur, donc de maladie de Villebrand. Alors, vers 1966, les patients atteints de cette nouvelle maladie étaient traités par des cryoprécipités. Puis, progressivement, il y a eu des progrès. Il y a eu en 1971 la caractérisation du facteur Villebrand. Puis, en 1977, il y a le professeur Manucci de Milan qui a trouvé qu'un médicament, la desmopressine, le fameux minirin dont on a parlé, permettait de libérer du facteur 8 et du facteur Villebrand présents dans des cellules en réserve. En 1985, ça a été le clonage de la DNC du facteur Villebrand. Et puis, en 89, ont été développés vraiment les premiers traitements vraiment plus spécifiques pour les patients atteints de maladie de Villebrand. En 1994, il y a eu ici à Lille la commercialisation du facteur Villebrand de la société LFB. Puis en 2004, il y a eu la sortie du Vilfactin. En 2015 est sorti en France un médicament, le Voncento, qui apporte du facteur 8 et du facteur Villebrand, mais c'est un produit plasmatique. En 2019, un autre concentré a été disponible en France, apportant en même temps du 8 et du Villebrand, c'est l'Agvilat. Et en 2019 est donc sorti sur le marché ce premier facteur Villebrand d'origine recombinante. Donc vous voyez, aujourd'hui en France, on a un très large choix pour traiter les patients atteints de maladie de Villebrand, mais sur les 5 concentrés à notre disposition, on a un seul produit qui est d'origine recombinante, c'est le Vivendi. Les autres, les 4 autres, sont d'origine plasmatique. Alors certains sont des Villebrands purs, il s'agit du Vilfactin et du Vivendi. Les 3 autres concentrés apportent du facteur 8 et du facteur Villebrand. Alors, le processus de fabrication du Vivendi, en fait, ça remonte à finalement assez loin. Quand il y a eu le drame du sang contaminé, vous savez que les patients, l'association s'est battue pour disposer de concentrés de facteur 8 et de facteur 9 d'origine recombinante. Et dès 1993 aux États-Unis, dès 1995 en France, ont été mis à disposition le premier facteur 8 d'origine recombinante. Il s'agissait du recombinate, qui est l'ancêtre de l'Advat, qui a été mis au point par la firme Baxter. Et en fait, quand on fabrique du recombinate puis de l'Advat, de façon recombinante, à partir d'une cellule CHO, c'est une lignée cellulaire, cellule de ovaire de hamster qui est connue depuis très longtemps, depuis les années 50. Il y a cette cellule, l'introduction du gène du facteur 8, facteur Villebrand,
puis milieu de culture, étape de purification, et on obtient un concentré de facteur 8 d'origine recombinante. Et en fait, quand on obtient ce concentré de facteur 8 ADVET, quelque part, on jetait du facteur Villebrand. Donc, en fait, ceux aujourd'hui qui fabriquent, c'est la société Takeda, le concentré de facteur Villebrand d'origine recombinante, ils récupèrent ce facteur Villebrand. Il y a des étapes qui rendent ce produit actif, qui rendent ce produit stable et qui permettent donc d'avoir mis au point le premier concentré de facteur Villebrand d'origine recombinante. Aujourd'hui, l'AMM en France de Vivendi, elle est limitée uniquement pour l'instant aux patients adultes et pour le traitement des épisodes hémorragiques en traitement à la demande, mais aussi le traitement et la prévention des hémorragies en situation chirurgicale, mais il n'y a pas d'AMM pour l'instant, ni chez les enfants, ni en traitement préventif prophylactique. Alors, vous voyez sur cette diapositive que pour arriver à ce qu'un nouveau médicament sorte, comme vous l'a dit Yezim, ça prend beaucoup de temps, c'est très très long. Vous voyez que les premières études et l'étude de phase 1 datent de plus de 10 ans. C'était 2008-2009, or le Vivendi est sorti en 2019. On passe par différentes étapes. Il y a d'abord l'étude de phase 1, qui est faite chez des patients atteints de maladies de Villebrand sévère, où on évalue l'efficacité et la sécurité du facteur Villebrand recombinant. Puis après, c'est l'étude de phase 3, où on étudie ce médicament chez des patients lors de saignements. Et puis, on a fait une étude en chirurgie. Puis, maintenant, il y a eu une étude en prophylaxie qui est sortie en publication il y a quelques semaines. Et puis, en cours, actuellement, 2 études. L'étude en pédiatrie qui n'est pas terminée et l'étude de phase d'extension. Alors, la première étude, l'étude de phase 1, c'est pour donner, on a essentiellement, à la suite de cette étude, des données de pharmacocinétique. 32 patients avaient été inclus et on voulait évaluer l'efficacité et la sécurité du Vivendi chez des patients atteints de maladies de Villebrand sévère, et on comparait les résultats avec un concentré d'origine plasmatique. Alors, les maths, ce n'est pas un concentré dont on dispose en France, mais qui est utilisé sur le plan international. Et là, ces premières données de pharmacocinétique ont montré que le facteur Villebrand recombinant était efficace, était sûr, était bien toléré. Et vous voyez sur ce schéma, déjà, on a commencé à voir son intérêt avec une augmentation secondaire du facteur 8 endogène qui était plus importante avec le concentré d'origine recombinante qu'avec le concentré d'origine plasmatique. Et on voit aussi que cet effet dure avec le temps. Il dure également à 72 heures. Deuxième étude, c'est l'étude dans le traitement à la demande du Vivendi. Là, il y avait 37 patients. Là, on a évalué l'efficacité et la sécurité de ce traitement sur des épisodes hémorragiques. Et là, on s'est rendu compte d'un effet important de ce médicament, c'est qu'il avait une demi-vie qui était particulièrement intéressante, puisqu'il a une demi-vie de 22 heures, alors que les autres concentrés, pour la plupart, ont des demi-vies entre 8 et 14 heures. Il y a l'Acvillette qui a une demi-vie qui est un peu plus longue. On a vu aussi, et ça a confirmé les résultats de la première étude, qu'il y avait des taux de facteur 8 qui avaient augmenté rapidement après l'injection de facteur Villebrand seul, et que ces taux persistaient à des valeurs élevées au-delà de 72 heures. Par ailleurs, une seule injection était efficace dans près de 82% des cas de saignement, ce qui est un résultat très important. Et puis, par ailleurs, on a vu que son concentré avait été sûr, était bien toléré. Il y avait eu des effets secondaires, mais qui avaient été légers et passagers. Surtout, il n'y avait pas eu d'anticorps anti-facteur Villebrand. Donc, les résultats de la phase 3 étaient prometteurs. Troisième étude,
avant la sortie, c'est le concentré de facteur Villebrand qui est étudié en chirurgie. Là, cette étude a porté sur 15 patients, 10 chirurgies majeures, 4 mineures et une chirurgie orale. Pour toutes ces chirurgies, ces patients ont reçu 104 injections de concentré de facteur Villebrand et vous voyez que l'efficacité hémostatique globale a été jugée excellente dans 73% des cas et bonne dans 26% des cas, et l'efficacité pendant la chirurgie péropératoire excellente dans 86% et bonne dans 13% des cas. Sur le plan de la tolérance, il n'y a pas eu de réaction allergique, il n'y a pas eu d'anticorps. Il y a eu un épisode de thrombose qui a été découvert de façon presque, je dirais, fortuite, puisque la patiente n'avait pas de signe de thrombose, mais bon, c'est une étude et elle avait bénéficié d'un échodoppler systématique. Cette patiente avait été traitée pour une prothèse totale de hanche, qui est une chirurgie à très haut risque de thrombose. Elle avait eu en traitement préventif un anticoagulant oral direct, le Pradaxa, et il y a eu un épisode de thrombose. Alors, la plupart des injections et des interventions chirurgicales majeures ont été traitées avec du facteur Villebrand seul et n'ont pas nécessité même d'apport de facteur 8 complémentaire. Quatrième étude, c'est l'étude du Vivendi en prophylaxie au long cours. On a eu la chance de participer à cette étude. Il y a eu 2 patients français qui ont été inclus dans cette étude prophylaxie, une patiente de Lille et une patiente de Dijon. Donc il y avait eu finalement 2 groupes de patients. Le premier groupe de patients, c'était des patients qui étaient auparavant en traitement à la demande et qui ont été mis en traitement prophylactique par Vivendi. Et puis, il y a eu un autre groupe qui est appelé le groupe Switch, où c'était des patients qui étaient déjà sous prophylaxie avec un concentré de facteur Villebrand plasmatique et qui sont passés sous concentré de facteur Villebrand d'origine recombinante. Si on prend les résultats qu'on a eus donc, il y a quelques semaines et qui sont parus dans Blood, dans la période de ces 12 mois d'études, les saignements annuels spontanés ont diminué de 91% des cas dans le groupe des patients initialement traités à la demande, ce qui est assez logique, hein, malgré tout. On sait tous très bien que le traitement prophylactique, et c'est tout son intérêt, est très efficace. Mais on voit aussi que dans le groupe Switch, où les patients étaient déjà en traitement prophylactique, eh bien, ces saignements spontanés ont quand même réduit de 45%. Par ailleurs, les patients recevaient en moyenne 2 injections par semaine, ce qui est classique et c'est ce qui est le cas de notre patiente dijonnaise, et que la dose médiane était de 55 unités kilo. Le profil d'innocuité était tout à fait favorable, il n'y a pas eu d'éléments inquiétants retrouvés lors de cette étude de prophylaxie. Alors, depuis 2019, eh bien, on a fait, au niveau français, on a partagé un peu notre expérience, je dirais, dans la vraie vie, c'est nos données de vie réelle, parce que c'est toujours très important pour nous. Les études, c'est très beau, mais on veut savoir ce que donnent ces médicaments dans la vraie vie. Donc, on a fait passer quelques posters à l'ISTH, notamment l'équipe de Brest avec 10 chirurgies, notre équipe avec 9 chirurgies, puis un article plus important dans Hémophilia où on a été 7 centres à rapporter une 60aine de chirurgies, puis l'équipe parisienne avec de très bons résultats, une très bonne satisfaction des médecins et des patients sur ce concentré de facteur Villebrand. Alors aujourd'hui, les études qui restent en cours, il reste des études internationales, bien sûr en cours en pédiatrie. Il y a 2 études en pédiatrie en cours. Il y a l'étude de phase d'extension. Il y a aussi une étude qui est pilotée par Sophie Suzanne sur les effets secondaires. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui du concentré de facteur Villebrand d'origine recombinante. Malheureusement, sur le plan de la maladie de Villebrand, je ne vous annonce pas pour l'instant de concentré de facteur Villebrand ou à demi-vie prolongée ou du subcutané. Voilà le petit point qu'on pouvait faire aujourd'hui. Merci. Merci. Merci beaucoup Fabienne pour ces résultats très enrichissants. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle et ensuite on verra sur le net? Oui, bonjour. Jean-Christophe Bosque, merci beaucoup pour la présentation.
Donc vous nous ouvrez des perspectives qui, même si elles sont moins spectaculaires que ce qu'on a vu dans la présentation précédente, vont quand même poser la question de la décision partagée à un moment donné. Tout à fait. C'est plus que des perspectives. Ce médicament à l'AMM peut être tout à fait et commercialisé en France depuis 2019. D'accord. Alors je pose uniquement ma question, pour les adultes et voilà, et pas en prophylaxie pour l'instant. D'accord. Alors ma question concerne la décision partagée sur laquelle je suis en phase. Néanmoins, la réalité est plus contrainte que ça, puisque la décision partagée sous-entend que le patient potentiellement a accès à n'importe quel traitement. Or, dans la réalité, il me semble que ce n'est pas le cas. On est dans un système de santé contraint, par des critères économiques en particulier, avec des appels d'offres qui mettent les industriels en concurrence. Est-ce que finalement, ces contraintes biaisent cette décision partagée, ou est-ce que véritablement, le professionnel de santé et le patient auront accès à l'ensemble du panorama des traitements disponibles? Alors, je dirais que tout dépend un petit peu du centre. Alors, si on prend le centre de Dijon, on a disposé de se concentrer en janvier 2019 quand il est sorti. C'est vrai que quelque part, j'avais un petit avantage sur ce médicament puisque je l'utilisais depuis une année dans l'étude de phase 3 en prophylaxie et que j'ai aussi le très gros avantage de travailler de façon très liée, très étroite avec ma pharmacienne, ce qui me permet d'avoir ces types de médicaments immédiatement dès qu'ils sortent. Ça a été la même chose pour l'Idelvion, le facteur 9 à demi-vie prolongée. Il est sorti en avril 2021. 8 jours après, je l'avais dans la pharmacie. C'est vrai que suivant les centres, il peut y avoir, je dirais, il y a des appels d'offres des fois, et il peut y avoir un blocage presque plutôt de la pharmacie que du médecin, mais là, il s'agit, tous les médicaments sont au même prix, donc il n'y a pas une histoire de prix. Donc là, il y a une discussion, moi, pour tous les patients adultes qui peuvent répondre au Vivendi, je discute, plasmatique, recombinant, et nous voyons ensemble si, pour la prochaine injection qu'ils vont avoir, pour une chirurgie ou pour un traitement, ils auront le Vivendi ou s'ils préfèrent un produit d'origine plasmatique. Mais c'est vrai que suivant les villes, il peut y avoir une petite difficulté à ce niveau-là, mais ce n'est pas une difficulté qui est induite par les médecins. Je ne sais pas ce qu'on pense, Annie, ou si Sophie veut s'exprimer là-dessus. Je voudrais juste... c'est une très bonne question parce qu'effectivement, il y a eu des problèmes dans un certain nombre de centres en raison d'appels d'offres. Mais c'était entre plasmatiques, parce que là, malgré tout, on peut dire que c'est un concentré d'origine recombinante, donc il y a une différence. Oui, mais Fabienne, excuse-moi, mais UniHA, à une époque, ne voulait pas faire la différence entre recombinant et plasmatique. Mais Sophie, tu veux peut-être dire un petit mot, parce qu'il y a eu des tas de réunions, justement, pour ce problème avec des pharmaciens et UniHA. Le problème, il existe toujours, mais il ne conditionne pas l'accès individuel à un traitement. C'est-à-dire que si malgré la décision économique de choix pour un marché de tel ou tel, si une décision médicale partagée arrive au fait qu'il faut utiliser tel produit plutôt que tel autre, on pourra y avoir accès. Simplement, ça ne va pas rentrer dans le cadre du marché UniHA. Je crois qu'il faut différencier les choses. Oui. Ensuite, pour l'histoire de la prophylaxie et du Vivendi, je pense qu'on est dans une démarche où on essaye d'améliorer la reconnaissance des prescriptions hors AMM. On attend l'AMM et on examine les cas RCP dans le cadre de l'Observatoire du médicament des prescriptions hors AMM de Vivendi, puisqu'il n'y a pas les mêmes pour l'instant, en prophylaxie, dont certaines sont évidemment validées et remontées à l'ANSM. Donc je pense qu'on est dans un mouvement d'amélioration de la reconnaissance de ces cas où on attend encore des résultats d'études et pour autant, il y a vraiment des indications. Juste pour revenir, quand on parle de prescription hors AMM, c'est une prescription qui n'est pas dans l'indication prévue par l'autorisation donnée par l'Agence européenne du médicament. Et ça arrive dans de très nombreuses situations. Ce qui veut dire que l'hôpital peut ne pas être remboursé pour la prescription de ce médicament et que, premièrement, la responsabilité du prescripteur est engagée sur la survenue d'effets secondaires qui seraient donc non reliés à une indication reconnue, en tout cas par les agences de santé en France. Ça posait beaucoup de questions et de problèmes, en particulier pour la prophylaxie, tant que les résultats de l'étude n'étaient pas sortis. Mais puisqu'ils sont sortis maintenant, je pense que ça va faciliter les choses. C'est quand même beaucoup.
Bonjour, c'était justement ma question en fait. Quand est-ce que l'AMM allait être mise en place pour la prophylaxie, puisque comme disait mon collègue tout à l'heure, on nous donne le choix normalement de choisir son médicament avec le médecin avec lequel on en discute, mais puisque la prophylaxie n'est pas encore autorisée pour le Vivendi, en fait il n'y a pas de choix en fait. Pour la prophylaxie, je parle, à moins que le dossier passe, votre médecin passe le dossier en RCP et que ce soit donc autorisé par les membres du quorum de la RCP. Sinon, moi, j'ai demandé à l'équipe Takeda, à M. Favre-Besse, la semaine dernière à notre congrès. Il m'a parlé d'une bonne année, 12 à 18 mois. À partir de la publication qui date de mai 2022. Et juste, alors je ne suis pas du tout dans le domaine médical, donc je ne comprends pas pourquoi on a une AMM pour à demande et pas en prophylaxie. Parce que c'est une histoire d'étude. Il faut maintenant, pour qu'un produit sorte, il faut que l'étude ait été finie, terminée. Les produits, par exemple, le Vilfactin est sorti sans étude chez les enfants et il a été autorisé, mais c'était une autre époque. Aujourd'hui, un médicament ne sort pas. Si l'étude, il faut qu'elle soit finie, terminée, publiée, et après, il y a énormément de phases administratives, ce qui fait qu'entre la publication et le fait qu'on ait le médicament réellement dans nos pharmacies, il y a facilement plus d'une année. Voilà. Mais ça va arriver. Voilà. Donc c'est vrai que la limite, c'est pour les patients qui requièrent la prophylaxie pour l'instant, à moins que le dossier soit accepté en RCP. Et la limite, c'est les enfants aussi, puisque l'étude n'est pas terminée chez les enfants. Bon, je crois qu'on va avancer parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard. Donc Gaëtan, je te laisse présenter. Merci Geneviève. Pour la dernière intervention, celle que beaucoup ici attendent, nous avons invité le docteur Paul Sautier de la PHM, puisque comme vous le savez, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille est un des rares centres en France à proposer la thérapie génique en essai clinique. Ici à Lille aussi, c'est le cas. Pour information, lorsque la thérapie génique sera disponible un jour, elle ne sera pas disponible en injection dans tous les centres de France, elle sera que dans certains centres. Et du coup, c'est pour ça qu'on a invité un expert sur la question. Merci. Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation à partager quelques informations sur la thérapie génique et puis sur où on en est en 2022. Donc moi je travaille effectivement dans le service d'hématologie, immunologie et oncologie pédiatrique de l'hôpital de la Timone à Marseille. Et donc on a effectivement fait partie des centres qui avons traité quelques patients dans le cadre des études de thérapie génique. Alors j'ai donc un conflit d'intérêt un peu direct avec ce sujet-là, puisque donc voilà, évidemment j'ai participé à l'étude clinique. Alors, en fait, Geneviève m'a demandé si on pouvait faire un quiz sur ce sujet-là, en plus de vous présenter quelques données. Et en fait, donc on espère que ça va marcher, mais ça devrait. Pour que vous puissiez participer à ce quiz, il faut que vous scanniez ce QR code. Pour ceux qui savent comment faire, en général, c'est simplement en allumant votre appareil photo et en zoomant sur le code. Et puis si jamais ça ne fonctionne pas, vous avez aussi la possibilité d'aller sur Internet sur votre téléphone et de taper WooClap, c'est ce que vous voyez plutôt en bleu sur la diapositive, et puis de taper le code qu'ils vont vous demander pour aller au questionnaire, c'est DTTQPG. Et donc, normalement, vous allez arriver sur une page sur votre téléphone où ça sera écrit... Pour l'instant, il n'y a pas de questions, merci de patienter, c'est normal d'arriver sur cette page. Vous pouvez aussi un peu aider vos voisins, si jamais il y en a qui sont en difficulté. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui ont réussi déjà à se connecter sur cette page? Super. Et donc, si vos voisins ont un peu de mal, je laisse encore une petite minute pour que tout le monde y arrive. Alors, Geneviève m'a dit que pour accéder au buffet à midi, il fallait au moins la moyenne. Plus. Alors, vous voyez que malgré mon grand âge, je suis à la pointe de la technologie et je n'hésite pas à faire appel à des techniques hautement innovantes. Alors, on va faire un premier test pour voir si ça marche. Alors,
pour avoir un petit aperçu de votre opinion sur la thérapie génique. Pour vous, la thérapie génique, c'est quoi alors? Plutôt un avenir radieux ou quelque chose de plus nuageux, ou alors quelque chose qui est plus pluvieux, ou alors la tempête? Ok, donc je dirais comme ça un optimisme prudent. Un optimisme prudent et bon, ça me paraît être un bon reflet de où on en est actuellement, hein, mais je vais vous en parler. Alors, on commence avec donc une première vraie question. Alors, question toute simple, mais quelles sont les 2 maladies rares pour lesquelles la thérapie génique est la plus avancée en 2022? Exactement. Alors effectivement, hein, c'est tout à fait ça. Les 2 maladies pour lesquelles la thérapie génique est la plus avancée, ce sont bien l'hémophilie A et l'hémophilie B. Hein. Il y a des pistes de développement pour les autres maladies hémorragiques, mais actuellement, ce sont des développements qui sont beaucoup moins avancés. C'est soit des développements qui sont encore à l'étape dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de l'étude chez la souris, où il y a des premières études chez l'homme pour vraiment des maladies, des plaquettes, mais des choses assez spécifiques associées à des déficits immunitaires. Donc voilà, pour l'instant, c'est vraiment l'hémophilie A et l'hémophilie B qui sont en pointe dans la thérapie génique. Alors, juste, je rappelle les principes de la thérapie génique. Pour commencer, pourquoi ça a progressé de manière beaucoup plus rapide dans l'hémophilie, hein, outre le fait que le nombre de patients qui sont atteints de cette maladie est plus important que pour les autres maladies plus rares, des plaquettes ou des facteurs de coagulation. Eh bien parce que, en fait, on peut considérer l'hémophilie comme la maladie idéale pour la thérapie génique. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'hémophilie, eh bien, on manque d'un facteur, et la thérapie génique consiste à apporter le facteur qui manque. On n'a pas besoin, comme dans d'autres maladies, de remplacer un gène qui serait là mais qui fonctionnerait mal par un gène qui fonctionnerait bien. Ça, techniquement, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on apporte le facteur, on espère qu'il s'exprime correctement dans le corps, qu'il permette de faire fabriquer au corps le facteur qui manquait, et puis, normalement, on règle le souci. En fait, comment on fait ça? Eh bien, on apporte le gène qui code le facteur déficitaire, soit le gène du facteur 8 ou le gène du facteur 9. Et ça, on appelle ça le transgène, c'est-à-dire c'est le gène artificiel qui est apporté par la thérapie génique. Et puis, il faut que ce gène-là, une fois qu'on l'a apporté dans le corps du patient, il faut qu'il soit lu par le corps. Et lu au bon endroit, et ce qui permet ça, c'est ce qu'on appelle le promoteur, ce qui est devant le transgène, et c'est un promoteur qui va être lu par le foie. C'est pour ça qu'on l'appelle hépatospécifique. Et puis ensuite, une étape très importante, c'est qu'on injecte ce produit de thérapie génique, et il faut qu'on le transporte vers l'endroit où il sera fabriqué dans le corps, ce qui est le foie. Et comment on arrive à faire ça sur le plan technique? Eh bien, en détournant des virus qui sont atténués, qui ne sont pas pathogènes pour l'homme, et on les détourne, on les transforme au laboratoire, et puis ce sont des virus qui vont avoir ce qu'on appelle un tropisme pour le foie, c'est-à-dire qui naturellement vont avoir tendance à se diriger vers le foie pour là délivrer le produit de la thérapie génique. Et puis ce qu'on veut, in fine, évidemment, c'est que la thérapie génique marche, c'est-à-dire que le transgène soit intégré dans le foie et que le foie se mette à le lire et, grâce à ça, à fabriquer du facteur, et de manière pérenne après une administration unique. Voilà, ça c'est le but de la manœuvre. Et donc, on utilise un virus pour faire ça, un virus qui est transformé, hein, qui est dérivé d'un virus qu'on appellera AAV dans les diapositives, hein, c'est le virus adéno-associé. C'est un virus que vous connaissez pas très bien, je pense, mis à part si vous connaissez bien la thérapie génique de l'hémophilie, mais c'est un virus qui n'est pas pathogène pour l'homme, c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop d'habitude. Il n'a pas de capacité de réplication, hein, il ne peut pas se diviser dans le corps. Et c'est une grande famille, en fait, hein, ces virus adéno-associés. Il y a plusieurs sérotypes, dont plusieurs ont ce qu'on appelle ce fameux tropisme vers le foie, c'est-à-dire qu'ils vont se diriger préférentiellement vers le foie. Et donc on a parlé du promoteur, hein, c'est cette partie du transgène qui permet l'expression dans le foie. Alors, on repasse au quiz.
Et maintenant, je vais vous demander comment on administre la thérapie génique. Est-ce que vous savez comment on administre la thérapie génique? C'est une seule réponse qui vous est demandée. Par injection dans le foie, par une greffe de moelle, par une perfusion intraveineuse courte, par une injection sous-cutanée ou par une intervention chirurgicale. Vous êtes trop fort, hein. Tout le monde va manger à midi, je pense. Hein. Exactement, hein. C'est par une injection intraveineuse courte. Et bon, c'est vraiment bon, la performance hein, de ce système de thérapie génique. Hein, c'est que finalement, on va détourner un virus pour être capable de l'adresser au bon endroit. Et en fait, tout à l'heure, le professeur Yessine Dargo a utilisé une analogie avec les voitures. Alors, je vais en utiliser une autre hein, pour la thérapie génique. C'est l'analogie avec un colis postal, en fait. Hein. Et donc, ici, vous avez le patient, tout en haut, à qui on administre par voie intraveineuse le produit de thérapie génique, qui est composé donc de ce dérivé de virus, qui est en fait le carton, dans le carton du colis. Et puis dans ce carton est intégré le transgène. C'est en fait le gène du facteur 8 ou du facteur 9 qui manque chez le patient. Et puis sur ce carton, comme c'est un dérivé d'un virus qui va d'habitude aller plutôt vers le foie, et bien sur ce carton on a l'adresse du foie. Et une fois dans la circulation sanguine, ce colis va être finalement transporté et se diriger vers les cellules du foie. Une fois qu'il arrive vers la cellule du foie, qui est représentée ici, là, la cellule du foie, c'est ce grand rond, eh bien, la cellule du foie va reconnaître ce vecteur, c'est ça le virus qui a été modifié, et le produit de thérapie génique rentre dans les cellules du foie. Ensuite, la cellule du foie va permettre que ce vecteur soit dirigé vers le noyau de la cellule. C'est là où on est capable de lire les gènes. Et à l'intérieur du noyau de la cellule, le transgène, donc vraiment le cœur du réacteur, si on veut, hein, va être libéré et va pouvoir être lu par la cellule du foie, qui va être capable de fabriquer le facteur et de le relibérer à nouveau dans le sang pour pouvoir donc augmenter le taux de facteur dans la circulation. Alors, on arrive dans les ennuis là. Est-ce que vous pensez que l'organisme peut parfois détruire la thérapie génique qui a été reçue? Alors, il ne faut pas oublier, alors là je pense qu'il y a vraiment la majorité qui répondent, mais n'oubliez pas de valider votre réponse. Une fois que vous avez coché votre réponse, il faut bien valider hein, pour que ça soit envoyé sur le serveur. Hein, et donc ça, c'est très bien. À nouveau, effectivement, hein, l'organisme peut détruire la thérapie génique reçue. Alors en fait, il y a deux mécanismes qui vont pouvoir être ennuyeux à ce sujet-là. Alors, parce qu'en fait, notre système immunitaire, c'est très complexe, le système immunitaire, hein, mais il y a deux mécanismes qui nous permettent d'habitude de nous défendre contre les microbes. Il y a les anticorps, c'est des petites protéines qui circulent dans le sang, qui vont aller se coller sur les microbes et permettre leur destruction. C'est ce qu'on appelle la réaction immunitaire humorale. Et en fait, ça, c'est vraiment un gros sujet dans la thérapie génique, hein, c'est que je vous ai dit qu'on ne parlait pas beaucoup du virus adéno-associé, là, ce virus qui est le vecteur de notre thérapie génique, hein, qui va être détourné pour aller dans le foie. Et bien, ces virus qu'on utilise, ils ne nous posent pas de problème dans la vie de tous les jours. Mais malgré tout, on les rencontre. Et quand on en rencontre un, ben c'est comme quand, par exemple, on a je sais pas, la mononucléose ou d'autres maladies avec des virus, ou qu'on est vacciné dans l'enfance contre des microbes, eh bien, on fabrique des anticorps qui sont dirigés contre ces microbes. Et ça, c'est un problème pour la thérapie génique, puisque si on a rencontré, sans qu'on s'en soit jamais rendu compte, si on a rencontré ces virus qui nous servent à transporter le produit de thérapie génique, eh bien, on a dans notre corps la mémoire de cette rencontre, et finalement, on va immédiatement, si jamais on faisait la thérapie génique chez ces patients qui ont développé une immunité contre le virus adéno-associé, si on leur fait la thérapie génique, immédiatement le corps détruit la thérapie génique avant même que le colis puisse arriver vers le foie. Et donc finalement, dans les études de thérapie génique, on regarde
les différentes rencontres avec les virus qui ont été faites chez un malade donné. Et puis, on est capable de dire, voilà, ce patient a rencontré l'adénovirus qui sert de vecteur dans cette thérapie génique. Et donc, malheureusement, on ne pourra pas lui proposer à ce patient parce que ça serait inutile, puisque dès l'injection, en fait, le produit de thérapie génique serait détruit et il n'atteindrait pas le foie. Voilà. Pour les autres qui heureusement, n'ont pas rencontré ce virus, on peut éventuellement, à eux, en tout cas, ça, c'est pas bloquant, on pourra leur proposer la thérapie génique. Et alors, vous voyez, le chiffre, hein, c'est quand même pas anecdotique, c'est entre 1/3 et la moitié des patients qui ont rencontré les vecteurs qui sont les plus utilisés dans la thérapie génique. Il y a une deuxième réaction du corps qui peut être dangereuse vis-à-vis de la thérapie génique, c'est cette fois la réaction des cellules. C'est plus des petites protéines, des anticorps qui sont dans le sang, mais cette fois, c'est la surveillance un peu continue du système immunitaire qui repère dans le corps ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Et en fait, dans ce petit schéma, vous avez ici en jaune la cellule du foie. Et à nouveau, si on revient sur notre analogie du colis postal, le vecteur est rentré dans la cellule du foie, le carton a été ouvert, le contenu du carton, il est parti dans le noyau faire son boulot. Et puis il reste le carton, qui ne sert plus à rien. Et comme la cellule du foie, elle est très écolo, elle va essayer de le recycler, elle va le couper en petits morceaux. Et puis, il y a une partie, il y a des petits morceaux de ce carton qui vont être exposés à la surface de la cellule. Et il y a nos sentinelles, les cellules, les lymphocytes T, il y a nos sentinelles qui veillent au grain, qui sont tout le temps en train de circuler dans le corps et qui disent, bon, ça c'est moi, ça c'est pas moi, ça c'est moi, ça c'est pas moi. Et d'un coup, une peut passer à côté de ces cellules du foie et repérer ce morceau de carton et dire, mais ce carton, c'est pas moi. Donc qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va détruire la cellule du foie qui a à l'intérieur d'elle-même quelque chose qui est reconnu comme étranger. Et ça, c'est évidemment un problème, parce que cette cellule du foie, c'est précisément celle qui est en train de fabriquer le facteur. Donc ça, on n'est pas dans quelque chose... On est après, dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le début où la thérapie génique n'a pas atteint le foie. Là, dans cette étape-là, on a atteint le foie. Il y a des cellules qui sont en train de fabriquer le produit de thérapie génique, et malheureusement, elles peuvent être reconnues secondairement par le système immunitaire comme anormales et détruites. Alors, dans les mois qui suivent l'injection, quel paramètre de la prise de sang est surveillé pour détecter l'apparition de cette réaction immunitaire dirigée contre le vecteur ? Est-ce que vous avez une idée de ce qui va être surveillé ? Une seule réponse possible, ouais, il faut choisir. Ce qui nous intéresse là, c'est ce qui va être le plus précoce, ce qui va nous permettre de savoir que cette réaction commence. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, on va le voir, c'est quand on la détecte, vite arrêter cette réaction du système immunitaire. Donc c'est ça, c'est la majorité qui était dans le juste. Il y a un tout petit peu plus d'incertitude sur cette question. Effectivement, c'est l'anomalie du bilan de foie qui va être surveillée. Le foie, ça peut être surveillé par la prise de sang. Et en fait, on se rend compte que le corps est en train de faire une réaction contre les cellules qui ont reçu la thérapie génique parce qu'il y a des paramètres du foie qui vont être anormaux. Je vois qu'il y en a un certain nombre qui ont répondu à la diminution du taux de facteur. Alors ça, c'est pas faux, mais là, on est un peu après la bataille. Et ce qu'on veut, c'est arriver avant cette étape-là. Évidemment, si on suit le taux de facteur, on va pouvoir repérer qu'il y a eu une réaction immunitaire qui a entraîné la destruction des cellules qui avaient reçu la thérapie génique. Mais bien sûr, on ne veut pas arriver à cette étape-là. Deuxième question. Quel traitement, cette fois, est le plus utilisé pour traiter une réaction immunitaire anormale contre le vecteur ? Une seule réponse correcte. J'ai fait un petit clin d'œil marseillais. Ceux qui répondent 2 ne mangeront pas non plus ce soir. Voilà. Alors, donc là, il y a
Effectivement, hein, c'est la cortisone qui va être le médicament utilisé dans la grande majorité des cas pour traiter cette réaction. On peut aussi, dans certains cas, utiliser d'autres immunosuppresseurs, en particulier quand la cortisone ne suffit pas ou alors quand on doit la poursuivre trop longtemps. Ce ne sont pas des traitements antiviraux qui vont nous aider dans cette situation-là. Et ce n'est pas non plus une nouvelle injection de thérapie génique, parce que là, ce qu'il faut, c'est vraiment calmer le système immunitaire pour arrêter cette réaction, mais parce que la thérapie génique est déjà intégrée dans les cellules, et donc on n'a pas besoin à cette étape-là d'injecter de nouveaux produits. D'autant qu'il y a de bonnes chances qu'en ayant fait une première injection de thérapie génique, eh bien, on a du coup fait se rencontrer notre système immunitaire avec les virus qui sont le vecteur, et donc après qu'on ait injecté une première fois le virus, et bien finalement, maintenant on sait le reconnaître, on a fabriqué ces fameux anticorps, la première réaction dont je vous ai parlé, et si on le réinjectait, il y a de bonnes chances que cette thérapie génique soit détruite immédiatement, et donc que ça ne servira à rien. Donc c'est effectivement la cortisone. Et alors, est-ce que vous avez une petite idée, dans les études qui ont été publiées, de la durée de traitement, hein, quand on utilise la cortisone? Est-ce qu'elle est utilisée en cure courte? Est-ce qu'elle est utilisée pendant plusieurs mois, hein? Donc les deux cas peuvent se voir, mais quand même il y a une situation très majoritaire. C'est une vraie question, hein, parce que la cortisone, c'est pas dénué d'effets secondaires, hein, donc si on pouvait faire la thérapie génique, mais qu'on avait besoin de cortisone pour toute sa vie, hein, voilà. Donc là, grosse incertitude dans la salle, et en fait, heureusement, ces réactions du corps dirigées contre les cellules du foie qui ont reçu la thérapie génique, ces réactions, elles peuvent être calmées par des cures relativement courtes de cortisone. Et en général, on arrive à faire cette cortisone et puis à baisser les doses progressivement. Et parfois, il faut refaire des cures parce que la réaction se répète. Hein, mais voilà, habituellement, c'est plutôt des cures courtes, ce qui est une très bonne nouvelle, parce que si on devait faire de la corticothérapie au très long cours, ça poserait un problème pour les os, pour la tolérance au sucre, etc., etc. Alors, je vais vous présenter maintenant quelques données des études cliniques. Alors, en fait, la première hémophilie pour laquelle la thérapie génique a été développée, c'est l'hémophilie B. C'est une raison technique. C'est parce que le gène de l'hémophilie B est beaucoup plus petit et beaucoup plus facile. C'était beaucoup plus facile de construire le vecteur et d'intégrer le transgène à l'intérieur du vecteur qui était un dérivé du virus adéno-associé. Et donc, on parlait des grandes innovations de ces dernières années, hein, donc bien sûr ça en a fait partie, hein, ça a été des publications dans des très grands journaux, des présentations dans des très grands congrès, parce qu'on a pressenti que c'était une innovation qui était susceptible de changer la vie des patients. Et donc là, c'était une étude qui présentait des résultats sur 10 patients qui avaient reçu une injection unique de vecteur. Et à ce moment-là, parce que c'est des études qu'on appelle des études précoces, plusieurs doses de thérapie génique, si on veut, avaient été administrées. Parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas très bien quelle était la meilleure dose à choisir pour les patients. Et donc l'excellente nouvelle de cette étude, ça a été que cette thérapie génique a fonctionné et avait permis une augmentation stable du facteur 9 entre 1 et 6% après un recul quand même de 3 ans. Et puis c'était encore mieux dans le sous-groupe qui avait reçu une plus forte dose de vecteur, parce que dans ce groupe-là, on avait une activité du facteur 9 qui était plutôt aux alentours de 5%, avec une diminution des hémorragies de 90% et une diminution de la consommation du facteur 9 de 90% aussi, avec sur le plan de la sécurité de ce médicament, pas d'événements indésirables graves qui avaient été identifiés. Ils avaient mis en évidence à ce moment-là déjà que les anomalies du bilan du foie qui sont représentées en vert, c'est la ligne en vert que vous voyez ici, et dès qu'il y avait une modification du bilan du foie, eh bien, était administré ce que vous voyez en violet, c'est-à-dire cette cure de cortisone. Et vous avez là le temps en années, hein, donc vous voyez que c'est
des cures de cortisone qui peuvent durer voilà, quelques semaines, mais qui peuvent ensuite être diminuées et puis arrêtées relativement rapidement dans la majorité des cas. En orange, c'est le taux de facteur. Alors vous voyez qu'il y a des pics, hein, ces pics qui correspondent à l'administration de facteurs classiques, entre guillemets, parce que ce patient-là a présenté des hémorragies, par exemple, et donc il a fallu augmenter temporairement le taux de facteur. Mais vous voyez que la ligne de base, loin des injections, eh bien pour ce patient, elle reste aux alentours de 5%. Des progrès ont été faits et on a amélioré petit à petit les produits de la thérapie génique. Comment on a fait parce qu'on s'est dit, ok, c'est bien, être à un hémophilie sévère à 0% de facteur, bien sûr, ça pose des problèmes. Et quand on est à 5%, bien sûr, la vie va probablement complètement changer. Néanmoins, ce n'est pas un taux de facteur qu'on pourrait considérer, bien sûr, comme parfaitement satisfaisant. Et donc, l'idée, ça a été de se dire, on va améliorer la thérapie génique pour que ce taux soit plus élevé. Et comment on a pu faire ça? Eh bien, en améliorant le produit de la thérapie génique et le transgène à l'intérieur. Et comment on a amélioré le transgène? Eh bien, au lieu de mettre le gène du facteur 9 normal, les chercheurs ont mis à l'intérieur de ce transgène un facteur 9 modifié qui a un changement dans le code génétique du facteur 9 qui va permettre d'augmenter sa durée de vie dans le corps. En fait, on a découvert ce facteur 9 dans des familles qui avaient des thromboses veineuses. Et en fait, on a détourné, on a utilisé au profit de l'hémophilie cette anomalie. Et vous avez ici un tableau qui vous montre des résultats d'efficacité de cette thérapie génique. Ici, sur la courbe, vous avez le taux de facteur, 10, 20, 30, 40, 50, 60%. Et chaque ligne représente un patient. À nouveau, hein, c'est des études précoces où il y a assez peu de patients dans les études. Mais vous voyez que là, les résultats ont été meilleurs en termes d'efficacité, puisque vous voyez le patient qui avait le taux le plus bas, il était aux alentours de 15-20%. Et puis, pour les patients qui avaient les mieux répondus, eh bien, on était plus aux alentours de 30-40%, voire avec un taux de facteur 9 qui était complètement normalisé. En termes de sécurité, il n'y avait pas eu à nouveau d'événements indésirables graves identifiés. Et cette activité, si on prend un peu tous les patients d'un coup, c'était aux alentours de 30% de facteur 9. Et cette activité était relativement stable, avec un suivi qui était limité, mais qui était quand même correct. Voilà, donc ensuite, voilà une autre étude sur l'hémophilie A cette fois. Hein. Donc l'hémophilie A, comme je vous ai dit tout à l'heure, est arrivé un petit peu en retard, hein, parce qu'il a fallu enlever le gène du facteur A. C'est donc un gène extrêmement volumineux, extrêmement gros, très difficile à compacter pour le faire rentrer dans le carton. Et donc il a fallu qu'on enlève certains morceaux du gène du facteur A pour qu'il puisse tenir dans ce carton et qu'on arrive à le fermer correctement. Et voilà une première étude qui est sortie donc en 2017, c'était 3 ans plus tard, avec 9 patients hémophiles A sévères. Cette fois, on avait bien compris qu'il fallait faire attention au foie. Donc la cortisone était démarrée systématiquement dès que le bilan du foie se perturbait. La sécurité, pas d'événements indésirables graves. Le groupe faible dose et intermédiaire, il n'y avait que 2 patients. Il y avait une activité du facteur 8 qui était à moins de 3%. Mais dans le groupe forte dose, c'était 7 patients. Eh bien, on avait une activité du facteur 8 qui était au-dessus de 5%, avec chez 6 sur 7 des patients, une activité du facteur 8 qui était normalisée au-dessus de 50%. Voilà, donc c'était là encore une très grande et une très bonne nouvelle. Voilà un peu les représentations. Ces petites boîtes, elles représentent l'ensemble des patients. C'est pour vous montrer où se situent les patients en fonction du temps après l'injection du facteur. Là, c'est le taux de facteur. Et en gris, c'est la zone de normalité, du facteur 8 dans le sang. Et on voit que petit à petit, le foie se met à exprimer le transgène, se met à exprimer la thérapie génique pour se retrouver, pour la majorité des patients,
eh bien, dans cette zone grisée qui est la zone de normalité. Donc ça, c'était vraiment aussi un résultat extraordinaire parce que la majorité des patients se retrouvaient finalement dans cette zone normale. Quand même, on peut voir que c'est hétérogène, hein, c'est-à-dire que là, on ne voit pas point par point où sont les patients, mais globalement, quand on voit les boîtes, elles sont relativement étirées. Ça veut dire qu'il y a des patients qui sont très loin là-haut, dans des zones qui sont au-dessus du taux de facteur 8 normal. Donc, petit point de vigilance, parce que quand on se retrouve à avoir trop de facteur 8, est-ce qu'on ne peut pas thromboser? Okay. Et puis, on a des patients qui restent en bas, hein, et pour qui la thérapie génique ne fonctionne pas et qui n'arrivent pas à fabriquer assez de transgènes. Alors, j'ai un peu... je vous ai aidé là, hein, pour celle-là, je pense. Non, pardon, c'est pas pour celle-là que je vous ai aidé. Plusieurs années après une thérapie génique réussie, est-il possible que mon taux de facteur diminue petit à petit? Alors cette fois, vous avez le droit à plusieurs réponses. Et ça, j'en ai pas parlé dans les diapositives, donc je vous ai pas du tout aidé. C'est un vrai sujet, hein, parce que l'espoir, c'est que la thérapie génique, ça soit une injection unique qui permette de fabriquer du facteur toute sa vie. Alors, est-ce qu'on peut dire que le taux de facteur a un risque de diminuer petit à petit? C'est vrai pour le facteur 8, pour le facteur 9, c'est faux? Ou est-ce que le recul est encore insuffisant pour répondre formellement? Ouais. Alors, effectivement, clairement, hein, maintenant, le recul, il est d'environ une dizaine d'années pour les essais qui ont démarré le plus tôt. Donc, on n'a pas de recul suffisant pour répondre à cette question. Et pourtant, c'est une question majeure, hein, parce que c'est bien sûr, quand on a l'injection, probablement on ne pourra pas avoir la même une deuxième fois. Et puis, c'est aussi un enjeu majeur pour l'industrie, parce qu'elle explique à nos autorités de santé qu'une injection, c'est pour toute la vie. Et bon, pour l'instant, en vérité, il y a un point d'interrogation sur cette question. On a... quelques données qui semblent dire que le taux pourrait légèrement diminuer, en particulier pour le facteur 8, alors que pour le facteur 9, ça a l'air de rester relativement stable. Mais clairement, il faut que les études continuent pour pouvoir savoir si c'est vraiment une injection pour toute la vie ou s'il peut y avoir au fil du temps une perte de l'expression du facteur. Il peut y avoir une perte pour plusieurs raisons, hein. Il peut y avoir une perte parce qu'on a éventuellement une réaction du système immunitaire qui peut être silencieuse, mais qui peut quand même aboutir petit à petit à la destruction des cellules du foie qui fabriquent le transgène. Autre chose, c'est que quand ce gène arrive dans le noyau des cellules du foie du patient, normalement, elle ne s'intègre pas dans les chromosomes du patient. Elle reste dans le noyau, elle forme une petite structure qui est circulaire, qui reste dans le noyau et qui est lue par la cellule en permanence pour fabriquer le facteur, mais elle ne s'intègre pas. Et donc ça peut aussi expliquer que peut-être il y a une perte du facteur au cours du temps. Alors si on fait le point si on fait un point global sur l'efficacité de la thérapie génique, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'il y a de multiples phases qu'on appelle précoces, des études précoces en hémophilie A et en hémophilie B, que le suivi c'est d'environ 10 ans maintenant pour les études les plus anciennes, et que le bilan de l'efficacité il est globalement positif, avec une grande majorité des patients qui ont des facteurs 8 et 9 compatibles avec un arrêt de la prophylaxie et un bon contrôle du saignement. Et que ces efficacités et cette tolérance, c'est suffisant pour pouvoir engager dans des phases 3, c'est-à-dire ces phases-là qui vont permettre la commercialisation des produits, qui sont en cours ou déjà en train d'être terminés. Après, il y a cette question de la diminution possible du facteur avec le temps, surtout avec le facteur 8, et ça va nécessiter qu'on poursuive le suivi. Alors à qui on va pouvoir proposer cette thérapie génique? À tous les patients adultes? À certains patients adultes? À tous les patients enfants? À certains patients enfants? On peut faire plusieurs réponses pour les enfants, pour les adultes. Qu'est-ce que vous pensez de cette question en 2022? Non, mais vous êtes super fort, hein? Ah non, pardon.
Non, alors... Donc c'est très bien, à certains patients adultes, effectivement, on va voir les patients à qui la thérapie génique, pour l'instant, probablement ne pourra pas être proposée. En revanche, pour l'instant, les enfants n'ont pas fait partie des études cliniques et donc ne vont pas pouvoir recevoir la thérapie génique. Deuxième question. Question sur inhibiteurs et thérapie génique, cette fois, plusieurs réponses possibles. Les patients avec inhibiteurs étaient généralement exclus des études. La thérapie génique pourrait déclencher ou entretenir un inhibiteur. La thérapie génique pourrait faire disparaître un inhibiteur. Ou aucune étude n'inclut de patients avec inhibiteurs en 2022. Qu'est-ce que vous pensez de ces propositions? Vous pouvez répondre, il y a plusieurs réponses qui sont possiblement justes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà, donc il y a un peu pas mal d'incertitudes dans la salle, hein, et moi aussi j'en ai. Alors, tout était vrai sauf la dernière proposition. C'est vrai que pour toutes les premières études, les patients avec inhibiteurs étaient exclus de ces études parce qu'on ne savait pas très bien, c'est comme ça, hein, quand il y a un nouveau médicament, en général, on va se focaliser sur la situation qui a la plus de chances d'aboutir à un bon résultat. Et donc, les patients avec inhibiteurs étaient au départ exclus des études. Et en fait, on pourrait un peu imaginer les deux phénomènes, hein, c'est-à-dire qu'à la fois, chez des patients, la thérapie génique pourrait aboutir à l'apparition d'un inhibiteur, puisque avec un peu le même raisonnement que quand on injecte du facteur, hein, en sachant que on est en contact avec du facteur qui est fabriqué par le foie, mais de manière un peu artificielle. C'est un gène qui ne connaît pas au départ, et donc on peut avoir un inhibiteur qui apparaît et qui éventuellement reste en place, auquel cas on aboutirait à un échec de la thérapie génique, pas parce que c'est pas fabriqué correctement par le foie, mais parce que notre corps développe quelque chose qui va développe l'inhibiteur, qui va donc le détruire dans la circulation. On peut aussi imaginer le mécanisme inverse, hein, et voir plutôt le verre à moitié plein, et imaginer qu'au contraire, cette fabrication permanente par le foie du facteur par notre corps, grâce à la thérapie génique, pourrait permettre chez un patient qui a un inhibiteur de le rendre tolérant au facteur, et puis il fasse petit à petit diminuer cet inhibiteur. Et donc la dernière était fausse, parce qu'en fait, certains essais commencent à inclure des patients avec inhibiteurs, hein, depuis assez peu de temps. Et donc on espère qu'on aura des réponses à ces questions, mais pour l'instant, c'est quand même un grand point d'interrogation, et on n'a pas de données pour répondre à cette question, je pense, de manière formelle. Et donc si on fait un petit point des choses qui vont être des limites ou des incertitudes par rapport à la thérapie génique, alors une grosse problématique, c'est celle des anticorps chez les patients hémophiles qui sont préexistants, c'est-à-dire des rencontres dans le passé avec les virus qui servent de carton pour la thérapie génique. Quand on a rencontré ces virus, eh bien, on n'est pas éligible à la thérapie génique, puisque si on nous l'injecte, on la détruirait de manière extrêmement rapide, avant même que le carton atteigne sa destination qui est le foie. L'autre problématique, c'est celle de la réaction cellulaire anticapside. Ça veut dire quoi? C'est un peu du charabia, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire cette fois la deuxième réponse du corps, hein, celle qui va aller détruire les cellules du foie qui portent le transgène. Mais ça, c'est a priori un petit peu plus facile à maîtriser avec la cortisone en particulier, qui va aider à calmer le système immunitaire et à arrêter cette réaction-là. Une autre problématique dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'est la problématique des maladies du foie. Et vous avez compris que ce virus, enfin ce vecteur, ce carton va aller vers le foie, va parfois entraîner des anomalies du bilan du foie. Et donc, les patients qui ont des maladies actives du foie ont été exclus de la très grande majorité des études. Et pourquoi? Parce que ça, c'était une problématique de sécurité, hein, c'est que aller modifier le foie avec notre vecteur, être possiblement responsable d'une inflammation au niveau de ce foie à cause de la thérapie génique,
sur un foie qui était déjà malade, eh ben, ça pose des problèmes de sécurité et on se demande si on ne va pas finalement faire plus de mal que de bien. Et donc c'est pour ça que pour l'instant, ces patients-là ne pourront pas recevoir la thérapie génique. Autre grande problématique, ce sont les enfants. Les enfants ont été exclus de l'ensemble des études de thérapie génique et finalement, ça veut dire qu'on ne pourra pas leur proposer. Chez l'enfant, il y a des problématiques très spécifiques. D'abord, le risque d'inhibiteur, puisque les enfants vont recevoir on reçoit les premières injections de facteurs dans l'enfance et on sait que le risque de fabriquer un inhibiteur, c'est important. Le plus important, c'est dans les premiers jours d'exposition. Et le deuxième problématique chez les enfants, c'est la perte de l'expression du vecteur, puisque le foie est en développement, il va grossir avec l'âge. Et si on fait l'injection, par exemple, à 5 ans, je dis n'importe quoi, eh bien, le foie va peut-être doubler, tripler, quadrupler de volume. Et donc, on va diluer potentiellement d'autant la quantité de vecteurs qui est dans les cellules et éventuellement perdre en activité de facteurs au cours du temps. Autre problématique, on en a parlé, c'est les patients avec inhibiteurs. Donc ça, c'est un point d'interrogation, mais je pense que c'est quelque chose qui est pris à bras-le-corps maintenant par les industriels. Ce sont les femmes qui ont, là encore, été exclues des études, de la même manière que les hémophiles qui seraient modérés ou mineurs. Et puis, il y a la question de la transmission de la thérapie génique en cas de grossesse. Et puis, il y a le recul des essais pour l'évaluation de la sécurité à long terme. Alors, j'ai deux dernières petites questions. Je suis désolée, il va falloir... En fait, il y a la pause, ils sont en train de partir parce qu'on a presque 45 minutes de retard. Ok. Alors, je vais peut-être aller directement à la conclusion. Donc, pour conclure, donc, où en est-on en 2022 sur la thérapie génique ? Eh bien, c'est un traitement très prometteur, mais il y aura des patients exclus de cette thérapie génique avec les anticorps virus adéno-associés, les maladies actives du foie, les enfants, les inhibiteurs, les femmes. La question de la perte de l'expression du facteur au cours du temps à long terme n'est pas bien connue. La question de la sécurité à long terme est à l'heure actuelle encore en partie posée, malgré un recul qui approche 10 ans. Mais le risque d'inhibiteur, le risque de thrombose, le risque génotoxique, parce qu'on insère un gène dans le foie. Donc pour l'instant, il n'y a aucun événement à déplorer, mais c'est toujours en surveillance étroite. La problématique du coût de ces thérapeutiques et de leur accès, qui sont des choses qui vont être discutées après le dépôt des autorisations de mise sur le marché. Les autres maladies hémorragiques constitutionnelles qui sont un peu en retard actuellement, mais avec des perspectives donc, de commercialisation relativement à court terme, avec une amélioration progressive de ces produits de thérapie génique et donc on espère un développement pour les autres maladies hémorragiques constitutionnelles. Et donc finalement, avec toutes ces cartes en main, avec toutes ces données sur la thérapie génique, on va essayer de faire le bon choix en sachant que, et c'est une très bonne chose, mais qu'il y a des alternatives relativement nombreuses, les produits de durée allongée, les anticorps bispécifiques, et donc finalement le choix pourra être relativement cornélien. En tout cas, il va falloir que ça soit un choix partagé. Mais je pense que ça ouvre, la thérapie génique ouvre de belles perspectives en plus des autres traitements qui sont disponibles en 2022. Voilà, merci beaucoup de votre attention.